Toute la classe passe un test de force physique. Pour le réussir, tout le monde a acheté des stimulants au professeur. Tout le monde sauf notre MC. Il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir ces stimulants coûteux. Quand le test commence, les autres à peine. Ils réussissent à faire 30 tractions avec les poids de poignet magiques. Ils font de leur mieux, mais c'est leur limite. Quand c'est au tour de notre MC, le professeur décide de se venger de lui pour ne pas avoir acheté les stimulants et augmente le poids sur les bracelets magiques de manière considérable. Mais cela n'arrête pas le MC. Il fait facilement 100 tractions, humiliant tout le monde. Les autres n'arrivent tout simplement pas à comprendre comment ce minable fauché les a tous surpassés. Et voici comment il a obtenu une telle force. Joe était un rankeur du plus bas niveau avec des dettes écrasantes. La dernière chose qu'il a faite pour arranger sa vie sans espoir a été d'invoquer un démon qui pourrait le rendre riche et puissant. Cependant, ce n'est pas vraiment comme ça que fonctionne un pacte avec le diable. Il l'apprend à ses dépens quand un éclair s'abat du ciel et met fin à sa vie pathétique sur le champ. Quelques instants plus tard, il se réveille, avec un mal de tête abrutissant car il a encore un projet important à terminer. Quand notre garçon regarde son reflet, il est complètement choqué par son propre visage. En levant les yeux vers l'arbre blanc géant dans le ciel, il se demande ce qui est en train de se passer. C'est alors qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir invoqué et lui accorde exactement 3 vœux. Cela le fait paniquer un instant, et il réalise finalement qu'il a été envoyé dans un autre. Au début, il pense qu'il est le protagoniste d'une histoire d'isekai et que le livre flottant lui accorde en 3, un vœu est un Goldfinger qui exauce les vœux. Pensant que 3 vœux c'est trop peu, il a une idée de génie et demande audacieusement 10 vœux comme première requête. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite en comprenant rapidement que ce n'est pas son invocateur d'origine. Le démon se transforme en sa véritable forme après avoir réalisé qu'une nouvelle âme est entrée dans le corps de Joe. Notre garçon est à la fois confus et mort de peur en voyant le monstre, qui lui dit qu'il a dévoré l'âme originelle du corps et qu'il était censé en prendre le contrôle. Il réalise rapidement qu'il a été envoyé dans le mauvais. Il essaie de s'enfuir de là, aussi vite que possible. Pourtant, le démon claque des doigts et enflamme instantanément son corps, car le simple fait de penser à rompre le contrat, lui fera subir un châtiment infernal sans fin. Ces cris résonnent dans les rues, et le démon pense qu'il est temps de mettre fin à ses bêtises puisque le garçon était vraiment aussi pathétique qu'il le pensait. C'est alors que notre protagoniste, issu du monde de l'entreprise, a une idée. Il prétend que ça ne compte pas, comme une rupture de contrat si le châtiment du démon l'empêche de remplir sa part. En entendant un simple humain essayer de négocier avec lui, le démon est intrigué. Joe sourit d'un air suffisant, disant qu'il aurait déjà pris le contrôle de son corps par la force, si cela avait été possible. Il affirme avec confiance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté et qu'il s'est montré plus que digne. Sa déclaration audacieuse fait éclater de rire le démon qui déclare qu'il est le premier humain à ne serait-ce que penser à pactiser avec le diable lui-même. Soudain, il obtient une chance de signer le contrat et le démon accepte de lui donner un nouveau départ s'il réalise ne serait-ce qu'un seul de ses vœux. Cependant, le salaud fait aussi son premier vœu d'obtenir 1000 vœux de plus. Le démon lui jette au visage qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter, puisqu'il est quasiment mort sinon. N'ayant plus le choix, il dit à son nouveau patron que l'affaire est conclue et signe le contrat avec son âme en jeu. Le lendemain matin, il arrive enfin à son appartement, ressemblant à un toxicomane, qui s'est fait attaquer par des chiens toute la nuit. Son nouveau patron l'a largué juste après la signature du contrat, mais il décide de prendre sur lui puisqu'il est maintenant pratiquement un esclave. Quoi qu'il en soit, en entrant dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement délabré et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Soudain, il ramasse une reconnaissance de dette signée avec du sang, et se demande ce qui cloche avec sa famille. À ce moment-là, il entend une voix forte derrière lui et se fait frapper par une batte en métal à l'arrière de la tête. L'intrus malpoli lui hurle dessus pour avoir ignoré ses appels, mais son partenaire lui dit de ne pas frapper le gamin à mort. Son pote l'avertit que le gamin pourrait être dangereux puisqu'il est un oracle. Confus et furieux, notre héros demande au type qui ils sont, et le blondinet répond poliment avec un coup de pied brutal dans sa poitrine, en demandant où est sa vieille peau de mère inutile. Puis le type l'insulte d'avoir une mère stupide qui se crame à la tâche pour rembourser les dettes de son bon à rien de fils comme lui. Ça l'amuse que sa mère ne réalise pas qu'il sera toujours une ordure et les traite, lui et sa mère, de gâchis d'oxygène. Soudain, Chen se souvient d'un moment de son enfance où il a dit à sa mère qu'il ne voulait plus être un perdant. Il a fait un cauchemar où sa mère travaillait si dur qu'elle mourait d'épuisement, et il craignait au fond de lui que cela puisse arriver un jour. Quand il a demandé ce qui se passerait si il ne s'éveillait pas en tant qu'oracle, sa mère a simplement dit au petit Chen d'arrêter de s'inquiéter. Elle a dit que même si le monde entier s'effondrait, elle serait toujours là pour lui, et lui a dit d'avoir confiance en lui. De retour au présent,
il s'enflamme et envoie un coup de poing à la vitesse de l'éclair au visage du blondinet, sorti de nulle part. Pendant que le salaud est projeté en arrière, son partenaire entend un bruit sourd et lui dit d'arrêter avant de tuer le gamin, pour finalement voir son corps passer en volant juste à côté. Une fois la poussière retombée, son visage est dans un tel état que même la chirurgie esthétique ne peut plus rien y faire. Voyant ça, les deux autres fixent le changement soudain dans son aura et pensent qu'il a eu une percée en temps réel. Pendant ce temps, notre gars leur lance son regard le plus glacial à ce jour, et dit à ces salauds de la fermer. Décidant qu'ils doivent donner une leçon à ce morveux de rang E, le sbire dit à June qu'il est temps de lui remettre les idées en place en lui cassant une jambe ou deux. Notre gars comprend qu'il parle de son pouvoir, et se dit qu'ils sont probablement d'un niveau supérieur au sien de toute façon. Alors que June abat son tuyau depuis le dessus, Chen le voit bouger au ralenti et l'esquive avec facilité. Il apparaît alors juste derrière le gorille avec une douce touche de son genou au visage. Son coup de pied sauvage envoie le crétin valser. Après ça, son partenaire attaque par derrière en se demandant comment un simple rang E peut être aussi agile. L'homme pense que Chen ne peut pas le voir, alors il vise à lui briser quelques côtes. Cependant, c'est sa propre cage thoracique qui se fait détruire par un coup de pied retourné à la place. Alors qu'il est jeté comme les ordures de la veille, le type n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. L'homme supplie notre gars d'avoir pitié car il est seulement venu sur les ordres de l'INU pour récupérer l'argent du prêt. En entendant cela, il dit à l'usurier de dire à son patron qu'il aura son argent en temps voulu, donc il doit se calmer, et de foutre le camp de sa vie. Les sbires frissonnent à ces mots et se carapatent rapidement par la porte d'entrée. Juste, à ce moment-là, Joe demande au démon s'il est là. Et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu sentir sa présence. Il répond qu'il a pu sentir son pouvoir déferler puissamment dans son corps, et le démon lui dit d'être reconnaissant pour l'aide. Notre garçon, tout excité, le flatte en l'appelant patron et dit qu'il n'a besoin d'avoir peur de personne s'il emprunte son pouvoir. Cela irrite le démon car un misérable mortel ne devrait même pas oser penser à manier le pouvoir qui pourrait facilement mettre fin à sa vie s'il l'utilisait au-delà de ses limites. Il a été choqué d'entendre ça et il demande au patron comment il peut exaucer ses vœux s'il n'est pas assez fort. Goldfinger lui assure qu'il deviendra plus fort grâce aux récompenses mais l'avertit d'oublier d'utiliser son pouvoir pour le moment. Notre héros est plutôt déçu en entendant cela. Mais Goldfinger se dit que c'est fou à quel point il a bien manié son pouvoir. Cela l'amène à se demander si Joe est secrètement son ancien partenaire. Après cela, il interroge le patron sur son deuxième vœu et sur ce qu'il doit faire ensuite. Mais le démon lui dit simplement d'oublier ça et de faire ce qu'il veut pour l'instant. En entendant cela, il soupire car il y a beaucoup de choses qu'il doit apprendre sur ce nouveau monde, et il semble que son nouveau corps ne sera pas si utile. Il sort le téléphone de Joe pour se faire une meilleure idée de ce à quoi ressemblait vraiment la vie du garçon. D'abord, il remarque qu'il n'a pas reçu un seul message ou appel de sa famille. Mais quand il ouvre le message de sa sœur, ce qu'il voit le laisse complètement sans voix. Elle lui a envoyé un message il y a un moment pour qu'il vienne aussi vite que possible parce que leur mère était tombée dans le coma. Plus tard à l'hôpital, il ouvre la porte brusquement, plein d'angoisse. À l'intérieur, il voit une fille qui semble être sa sœur, penchée, avec une profonde inquiétude devant le lit de leur mère. Il lui faut un moment pour réaliser que l'atmosphère est douloureusement gênante, ce qui est logique, puisqu'il a ignoré sa sœur auparavant. Il s'approche d'elle et regarde la femme dans le lit, qui est censée être sa mère. Il n'arrive pas à croire à quel point son état est grave comparé aux souvenirs qu'il a d'elle en tête, et il se demande si tout est de la faute de Joe. Avec un air coupable, il s'excuse auprès de sa sœur d'être en retard, et demande comment va leur mère. Mais elle se contente de sourire avec colère, lui demandant quelle excuse bidon il va lui sortir cette. Elle répète toutes les excuses stupides qu'il a inventées dans le passé à propos d'entraînement et d'invocation de démons. Soudain, elle explose contre lui, n'arrivant pas à croire qu'il n'ait même pas pu venir voir sa mère, qui est tombée dans le coma parce qu'elle s'est tuée à la tâche pour rembourser ses prêts. Il reste silencieux quand elle dit que leur mère a failli mourir parce qu'elle n'avait plus d'argent pour payer les factures de l'hôpital après avoir remboursé ses dettes sans fin. Après avoir vidé son sac, elle lui dit qu'elle en a assez, et lui tend une carte avec 6 mois de ses dépenses, disant qu'elle s'occupera de leur mère toute seule. Il est en sueur, confus, demandant ce que cela signifie, et sa sœur lui dit calmement qu'il est mort pour elle. Plus tard, à l'extérieur, Goldfinger sent ses émotions sombres, et lui demande pourquoi les mots de la jeune humaine l'ont tant blessé. Le démon lui assure que ce n'est pas lui qui a causé cela, mais il se souvient que la sœur de Joe lui a rappelé sa propre personne pathétique, qui a autrefois commis la même erreur. Cela fait rire son patron et il lui dit de ne pas laisser cela retarder son plan. En entendant cela, Joe lui demande si devenir plus fort résoudra tous ses problèmes et le démon confirme qu'ils disparaîtront tous, s'il prouve qu'il en a les capacités. Sur ce, il est pleinement déterminé à commencer son arc d'entraînement. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit,
Le patron du créancier dit à sa secrétaire de faire travailler leur équipe rapidement car ses clients ne vont pas attendre indéfiniment. Mais sa secrétaire l'informe qu'un étudiant a en fait tabassé 3 de leurs hommes. En apprenant cela, le gangster se souvient que ces hommes ont essayé de recouvrer un paiement avant la date limite et ont ruiné sa réputation. Sa secrétaire dit qu'il leur infligera leur punition, mais il explique aussi que c'est un problème sérieux car l'étudiant a battu des types qui étaient bien au-dessus de son niveau. Cela capte toute l'attention du patron, et il saisit alors rapidement le rapport contenant le profil de Joe. Il pense que le garçon est bien plus fort qu'il n'y paraît car aucune compétence ne peut permettre à un niveau 2 de gagner contre un niveau 3. Finalement, il ordonne à sa secrétaire de garder un œil sur le garçon. La scène passe alors à notre héros en plein jogging matinal. Son sympathique voisin lui propose une bonne affaire sur des compléments, mais il dit au vieil homme qu'il reviendra plus tard. Voyant son énergie, l'homme se demande s'il a peut être trouvé une petite amie ou quelque chose du genre. Cependant, Joe a été occupé à s'habituer à son corps et à se muscler. Tout en recueillant des informations depuis sa sortie, il apprend que les personnes dotées de capacités sont appelées des oracles et qu'il s'est lourdement endetté. Car les compléments pour devenir plus fort coûtent un bras et un rein. Bien qu'il ne soit pas sûr de la limite maximale, il est devenu plutôt balèze avec seulement quelques jours d'entraînement et de produits. Alors qu'il pense à cela, quelqu'un l'appelle et, quand il décroche le téléphone, la voix à l'autre bout du fil lui hurle dessus qu'il a oublié de revenir comme leur professeur l'avait demandé. En entendant cela, notre garçon se souvient soudainement qu'il les a complètement ignorés. Le lendemain à l'école, il apprend qu'il y a 6 rangs de A à E, et qu'il faut atteindre le plus haut niveau de son rang pour passer au suivant, ce qui demande un effort monstrueux. En raison de l'énorme différence, le monde est divisé en 5 strates, où les rangs E et les plébéiens normaux, comme lui, se trouvent dans les zones les plus externes. Pendant ce temps, les rangs D et supérieurs sont dans la strate intérieure. Réalisant qu'il est une ordure du plus bas niveau, il décide de devenir plus fort aussi vite que possible afin de pouvoir entrer dans les strates intermédiaires. Rapidement. Soudain, un néandertalien le frappe par derrière avec une crotte de nez et lui rit au nez. Son pote plaisante en disant que notre garçon a l'air si faible qu'il pourrait probablement le démolir même s'il est un oracle de niveau 1 comme eux. En entendant cela, notre garçon est agacé que des singes comme eux existent encore dans ce monde. À ce moment-là, le professeur arrive pour le cours. Plus tard, dehors, il s'étire et pense que sa vie scolaire se passe plutôt bien jusqu'à présent. À cet instant, quelqu'un l'interpelle de derrière. Quelques minutes plus tard, le type à la crotte de nez est choqué de voir notre garçon se battre avec le gars le plus fort de leur classe. Son pote n'est pas surpris, cependant, car il a l'habitude de voir Joe se battre. La brute dit à notre héros qu'il est devenu trop arrogant pour son propre bien, simplement parce qu'il a eu de bonnes notes aux examens écrits. Il dit que la vraie valeur d'un oracle vient de la force, et que sa force de niveau 1 est de la merde. En entendant cela, le pote rappelle à la brute qu'il est aussi une merde de niveau 1. Ce qui rend la brute si folle de rage qu'il lance un crochet violent. Joe attrape sans effort le poing avec une seule main et lui tord le poignet avec l'autre main, en lui demandant s'il a fini de jacasser. Le type en colère n'arrive pas à croire qu'il se fait maîtriser par lui, et il se demande si Joe n'a pas grandi depuis la dernière fois, lui aussi. Ensuite, Joe lui renvoie ses propres mots en pleine figure, disant que la force est tout, puis demande poliment la permission de lui défoncer le portrait. Pendant que le type transpire à grosses gouttes, pensant qu'il va se faire tabasser, l'entraîneur apparaît soudainement et devient furieux contre notre gars pour avoir semé le trouble dans son cours. L'entraîneur a l'air plus irrité que jamais et lui demande s'il compte foutre le bordel dès son retour. Notre gars prend son air le plus innocent et prétend qu'il ne faisait que s'amuser. La brute retire sa main brusquement et lui dit de lâcher. Voyant les choses se calmer, l'entraîneur avertit notre héros une dernière fois et ordonne à tout le monde de s'aligner pour le test. Bientôt. Après, les élèves se rassemblent près d'une barre de traction, pendant que le coach Gigia commence son baratin. Il les motive, en parlant du tournoi à venir contre d'autres écoles, promettant que de bons résultats n'apporteront pas seulement la gloire à l'école, mais ouvriront aussi les portes des académies d'élite. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à faire la promotion de ses compléments miracles. Tel l'escroc qu'il est. Le défi commence avec la brute qui enchaîne 50 tractions d'un coup. J n'est pas impressionné et dit que cela ressemble plus à un défi TikTok qu'à un test sérieux. À ce moment-là, une voix l'interpelle, lui demandant s'il va bien. La déléguée de classe avoue qu'elle était inquiète car il avait ignoré ses messages pendant des jours. Elle essaie rapidement de se rattraper, disant qu'elle était juste curieuse à son sujet, mais notre gars la rassure en lui disant que rien ne s'est passé. Changeant de sujet, elle lui demande pourquoi il refuse d'acheter les compléments douteux du professeur. Joe répond, sans détour, qu'il est fauché. Elle essaie de le prévenir des conséquences s'il n'effectue pas l'achat, mais son nom est appelé avant qu'elle ne puisse finir. Lui souhaitant bonne chance, il la laisse y aller. Elle ne réussit que 25 tractions avant d'échouer.
Mais l'entraîneur se souvient qu'elle lui a acheté 2 bouteilles et augmente comme par magie son score à 35. Notre gars comprend soudainement que c'est la vraie raison pour laquelle chaque élève a acheté cette camelote hors de prix, sinon il risquerait de se faire expulser. Finalement, Joe s'avance pour son tour à la barre. L'entraîneur plisse les yeux, parfaitement conscient que notre héros n'a pas acheté une seule bouteille. Un sourire narquois se dessine sur son visage alors qu'il décide d'en faire un exemple, pour ne pas avoir acheté sa marchandise de pacotille. Pendant ce temps, Joe examine la barre de traction et les protège-poignets, notant qu'ils ont l'air normaux à première vue, mais qu'il doit y avoir une astuce. Dès qu'il saisit la barre, ses yeux s'écarquillent de surprise. Son corps lui semble soudain plus lourd, et il comprend rapidement que les cristaux incrustés dans les protège-poignets ajoutent un poids supplémentaire. Malgré cela, notre gars refuse d'abandonner, réalisant que les cristaux doivent avoir une limite de poids. Persévérant, il enchaîne les répétitions comme si de rien n'était. Les autres élèves le regardent, incrédules, abasourdis de voir que le soi-disant faiblard les surpasse avec aisance. Ils hallucinent quand Joe dépasse les 100 répétitions, criant qu'il doit être au moins de second rang. Quand il lâche enfin la barre, une foule l'entoure, le bombardant de questions sans fin. Pendant ce temps, l'entraîneur est pétrifié, se demandant si le garçon ne s'est pas secrètement dopé avec des stimulants. La peur s'installe alors qu'il réalise que les élèves pourraient ne plus avoir besoin de ces compléments douteux. À ce moment précis, un sourire diabolique, manigançant un sale plan pour notre héros. La scène passe au proviseur, qui fulmine au téléphone à propos de l'annulation de leurs événements de second rang. Il soutient que l'école est sous-financée et s'en sort à peine, avec des élèves de 3e rang. L'homme à l'autre bout du fil répond sans détour que le système recherche des oracles d'élite. C'est pourquoi l'argent est injecté dans les meilleures écoles. Raccrochant brutalement le téléphone, le proviseur se prend la tête entre les mains de frustration, réalisant que l'école n'a pas les fonds pour produire un seul oracle d'élite. Son regard se pose sur un cristal noir enfermé dans une vitrine, alors qu'il se creuse la tête pour savoir comment maintenir l'école en activité. Sa réflexion est interrompue par la voix du coach Gigia qui l'appelle de l'extérieur du bureau. Le coach entre et dépose fièrement une liste de noms qui, selon lui, vont devenir des oracles d'élite. Le proviseur parcourt le papier et voit immédiatement que chaque personne listée est à peine de premier rang, et pourtant le coach les vend comme des prodiges. Le coach dit alors, il y a un élève qui n'est pas apte à devenir un oracle, et le proviseur mord à l'hameçon, demandant de qui il s'agit. L'histoire revient à notre héros, qui se dirige vers le bureau du proviseur, avec le démon qui rôde à ses côtés. Le livre maudit lui demande quel coup il a préparé cette fois-ci, mais Joe reste silencieux. Debout devant la porte, il se souvient de la sale réputation du proviseur et espère que rien de fâcheux ne sortira de cette réunion. Au moment où il tend la main vers la poignée, des flammes jaillissent devant lui, le prenant complètement au dépourvu. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché dont il a parlé plus tôt soit enfin apparu. Il ordonne à Joe de retrouver l'objet rapidement, mais Joe commence à se plaindre du timing ridiculement mauvais. Ses pensées sont interrompues lorsque le proviseur lui-même rompt le silence, lui disant d'arrêter de perdre son temps et d'entrer. En entrant, Joe demande poliment pourquoi le proviseur l'a convoqué. L'homme feuillette son dossier scolaire, puis demande à l'élève ce qu'il pense qu'il faut pour devenir un oracle. Sans attendre de réponse, le proviseur répond lui-même, en disant « Tout se résume à l'argent ». Il dit ensuite à Joe, sans aucune hésitation, d'abandonner maintenant, tant qu'il en est encore temps. Le visage de Joe se décompose et le proviseur poursuit en expliquant que le coût pour former un oracle est bien trop élevé. Il insiste sur le fait que Joe n'est qu'un gamin fauché qui ne peut absolument pas survivre ici sur le long terme. Dans sa tête, il se dit qu'il vaut mieux limiter les pertes avec les élèves faibles dès maintenant et il est même prêt à rembourser les frais de scolarité. Joe prend quelques secondes pour analyser la situation. Pendant ce temps, les yeux du démon s'écarquillent car il réalise soudain que le cristal est l'objet et dit à notre héros de s'en emparer. Il chuchote discrètement au livre maudit de le prendre lui-même, mais le démon lui rappelle immédiatement qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir. Joe s'arrête, perdu dans ses pensées, réalisant qu'il doit absolument entrer dans la zone centrale, ce qui signifie qu'il ne peut pas se permettre d'être renvoyé d'ici, quoi qu'il arrive. Il réfléchit et se souvient qu'aucun élève de cette académie n'a jamais dépassé le niveau E2, ce qui explique précisément pourquoi ces élèves sont si précieux. Notre garçon demande alors au démon s'il peut décider de la récompense de cette mission. À ce moment, le démon comprend ce que Joe a en tête. Mais avant qu'il ne puisse parler, Joe lui coupe la parole et déclare qu'il veut la compétence empreinte de pouvoir. Goldfinger explose, lui hurlant dessus et lui rappelant à quel point ce choix est vraiment fou et dangereux. Mais notre gars est déterminé. Il soutient que s'il finit renvoyé, alors le vœu du démon pourrait ne jamais se réaliser et il exige que le livre maudit lui fasse confiance. À contre-cœur,
Goldfinger cède et admet que quoi qu'il arrive à partir de maintenant, ce ne sera pas de sa faute. Un panneau lumineux se matérialise devant Joe, lui demandant s'il veut la compétence d'emprunt de pouvoir. Il accepte instantanément sans hésitation. Le directeur interrompt alors ses pensées, lui demandant s'il a un dernier mot à dire. Il répond fermement qu'il veut que le directeur évalue à nouveau son niveau, et ne décide qu'après. Le directeur secoue la tête devant cette demande désespérée, mettant tout de même la main au contact. Il note que la force de Joe est supérieure à ce que les registres suggèrent, mais toujours loin d'être suffisante pour rester. Fermant les yeux, Joe réalise que c'est sa dernière chance et essaie désespérément d'absorber autant d'énergie stellaire que possible. Il commence alors à émettre une aura pure, choquant le directeur. Même le démon est pris par surprise car il ne s'attendait pas à ce que l'énergie du gamin surpasse le pouvoir qu'il lui a prêté. Le directeur recule sous le choc en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il réalise que Joe a d'une manière ou d'une autre percé et atteint le 4e niveau à l'instant. Serrant les dents, l'homme retrouve son calme et interpelle notre gars, lui disant de participer au prochain tournoi de l'école. Joe cligne des yeux de surprise, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur a changé si soudainement. Une fois la poussière retombée, il comprend que le type veut probablement sortir l'école du pétrin et l'utiliser pour frimer devant le ministère de l'Éducation. Le directeur admet que pour joindre les deux bouts, il voulait éliminer les élèves inutiles et s'excuse ensuite d'avoir impliqué Joe dans ce pétrin. En récompense, il lui accorde une bourse complète plus 6 bouteilles de compléments chaque semaine. Il lui dit les choses clairement, en disant « Notre héros doit représenter son école car tout l'avenir de l'académie repose sur lui ». Réalisant à quel point l'homme est désespéré, notre gars tente sa chance et demande s'il peut avoir le cristal noir sur l'étagère. Le directeur explique qu'il est taillé dans un cristal d'étoile noire rapporté à l'origine par l'ancien directeur et qu'il représente la foi de l'école. Mais il soupire ensuite en disant que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien. Il accepte donc de le lui remettre. Notre héros répond avec confiance, promettant qu'il donnera tout pour gagner le tournoi. Le directeur change alors de sujet et lui demande comment il est devenu si fort. Joe répond nonchalamment, disant qu'il cachait sa force tout le temps. Le directeur s'étouffe presque, pensant que dissimuler un niveau est la technique ultime de pro-gamer et il jure qu'il n'en dira pas un mot à personne. Juste à ce moment, une femme entre dans le bureau et le directeur lui ordonne de raccompagner Joe à la classe d'élite. Un peu plus tard, elle explique que tout le 2e étage est réservé uniquement aux élites. Changeant de sujet, elle demande nonchalamment quel genre de lien il a avec le directeur, mais Joe élude la question sans rien lui révéler. À ce moment précis, le coach Gigia déboule à toute vitesse. Il s'excuse, en disant qu'il a supplié le directeur de reconsidérer la décision, mais que ce fut sans succès. L'enseignante le coupe court, clarifiant que Joe n'est pas du tout renvoyé et qu'il est en fait transféré dans la classe d'élite. Elle ajoute que le proviseur le cherche maintenant, ce qui fait blêmir l'entraîneur. Plus tard cette nuit-là, il se traîne pour rentrer dans son minuscule appartement, et s'effondre sur le lit. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment diable un gamin fauché comme lui est censé atteindre le niveau 4 en si peu de temps. Le démon l'interrompt immédiatement, lui rappelant la mission en cours. Goldfinger l'avertit que son pouvoir ne trompera pas les humains éternellement, et il admet qu'il avait déjà compris cela. Pourtant, il se dit qu'il a des compléments gratuits et qu'il a évité l'expulsion, donc la vie n'est pas si mal. En ce moment, en regardant son téléphone, il réalise que la vraie crise reste la montagne de dettes, et il doit élaborer rapidement un plan pour gagner de l'argent. Le lendemain à l'école, il a l'air plus déprimé que jamais. En regardant la zone poussiéreuse et délabrée, il se demande dans quel taudis il vient d'entrer. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom. Un homme lui fait signe de loin, lui disant de s'approcher avec un grand sourire. Ils engagent la conversation et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, car il est toujours débordé par ses obligations de classe. Le type se présente comme le professeur Jenny. Joe demande immédiatement s'il est vraiment le seul professeur ici. Jen se gratte la tête, admettant que l'école n'a pas été très performante et qu'il est le seul assigné à la classe avancée. Il ajoute qu'ils utilisent la section la plus intérieure pour l'entraînement, c'est pourquoi les couloirs extérieurs prennent la poussière. En poussant la porte, le professeur rassure Joe de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait que les installations sont toujours de premier ordre. Il promet même que les choses ne seront jamais ennuyeuses. Pendant que notre héros regarde avec admiration, l'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur et ressemble à une salle de sport de classe mondiale. Son professeur explique que les élèves s'entraînent tous seuls et propose de le présenter. Il pense que l'endroit ressemble à un club de fitness 5 étoiles avec des élèves pleins d'énergie, bien qu'il en surprenne quelques-uns lui lançant des regards en coin. Son professeur appelle alors tout le monde pour présenter le nouveau venu. Il s'incline poliment et les salue avec respect, mais un garçon aux cheveux rouges au fond cherche immédiatement les ennuis, croisant les bras avec un sourire narquois.
Il se moque de Joe, lui disant de laisser tomber la comédie et d'admettre qu'il a utilisé ses relations pour entrer. Le professeur le rabroue, lui hurlant de bien se comporter, expliquant que Joe a été transféré uniquement sur la base de ses compétences. Le type n'avale pas ça. Il plisse les yeux comme un prédateur, repérant une proie facile et défie Joe en duel sans crier gare. Les élèves s'animent instantanément, ravis de voir un duel pour la première fois depuis des lustres et commencent à faire circuler des rumeurs. Un élève blond au fond demande ce qui se passe, et une fille aux cheveux roses explique qu'un combat est sur le point d'éclater. Cela pique l'intérêt du blond et il demande rapidement plus d'informations sur ce soi-disant nouvel élève. De retour avec notre héros, le professeur lui conseille de refuser le défi, mais Joe accepte sans hésitation. Il ajoute calmement que le match lui convient tant que les coups mortels sont interdits. Pendant ce temps, dans le bureau de l'école, le proviseur est sur le point d'exploser, exigeant de savoir si le nouveau cherche déjà la bagarre. Le professeur explique au téléphone que notre garçon a accepté le défi de Wen-Oh. Retour au combat. Aucun des deux ne recule alors qu'ils se font face et accumulent une aura de folie. Le proviseur trouve cela étrange, mais se dit que le gamin veut juste connaître son niveau actuel, alors il autorise le duel à avoir lieu dans l'arène. Quelque temps plus tard, les deux élèves se tiennent derrière des pupitres séparés pendant que le professeur énonce les règles. Premièrement, il ne peut y avoir aucune interférence extérieure, et deuxièmement, les deux combattants doivent s'affronter au même niveau d'étoile. Wen-Oh a du mal à croire que Joe est vraiment aussi un oracle de rang E. Leur professeur termine alors les instructions, en leur rappelant fermement qu'il est absolument interdit de frapper les points vitaux. Les deux adversaires commencent à se tourner autour pendant que le professeur leur rappelle que la force létale n'est autorisée sous aucun prétexte. Il poursuit en disant que celui qui perd ne pourra pas se venger par la suite, quel que soit le résultat. Un coup net au visage ou un abandon mettra fin au duel immédiatement. D'un geste de la main, leur professeur donne le signal du départ, espérant en finir rapidement quand Wen-Oh foncé vise directement son coup. Il ne bronche même pas et attrape son bras, le déséquilibrant complètement. Le rouquin frappe à nouveau instantanément, réalisant que ce type peut être du sérieux. Wen-Oh déchaîne alors une rafale de coups implacables, mais Joe esquive chacun d'eux avec une précision calme. Frustré, Wen-Oh change soudainement de tactique et tente de placer un coup de pied. La jambe pivote en l'air et le rouquin déchaîne sa technique signature, le Wind Hook Kick. Joe parvient à bloquer avec son bras, bien que le rouquin sourit, supposant que le match est maintenant décidé. Depuis cette même position, il le surprend avec un coup de pied vif visant le cou de Wen-Oh. Le rouquin tente de se reprendre, se demandant comment diable ce type connaît même les arts martiaux, se rattrapant avant de tomber. Wen-Oh pense que la seule chose qui compte maintenant est de protéger son visage à tout prix. Mais juste au moment où il se retourne, Joe lui tapote calmement le nez avec le poing fermé. Avec un sourire en coin, il demande si cela signifie la victoire, laissant Wen-Oh figé d'incrédulité. L'arène reste silencieuse un instant, jusqu'à ce que le professeur Zhang déclare officiellement Joe vainqueur. Wen-Oh n'arrive pas à croire qu'il a vraiment perdu contre quelqu'un. Et tout le monde est surpris par le résultat choquant du match. Il pense que notre gars est tout simplement trop fort. Pendant ce temps, il pense que le 7-1 match s'est terminé bien trop vite. Mais il a quand même réussi à en tirer une leçon. Il demande alors à Wen-Oh s'il a des objections à présent. En voyant le match, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux car Wen-Oh est une élite qui a suivi un entraînement professionnel, mais il a quand même perdu contre un type qui vient tout juste d'être promu dans la classe d'élite. Il pense que notre gars a un talent caché exceptionnel, et c'est la raison pour laquelle le directeur lui avait dit d'accorder un traitement de faveur aux jeunes. Soudain, le directeur apparaît et félicite notre gars, lui disant de le suivre car il veut parler de quelque chose d'important. La fille aux cheveux roses est stupéfaite de voir cette scène, tandis que le gars aux cheveux jaunes dit que ils ont absolument besoin d'un type comme lui dans leur équipe de choc. Le directeur demande à notre gars s'il aime la classe d'élite, et il répond qu'à part les élèves qui sont trop enthousiastes, elle n'a rien de vraiment spécial. Le directeur dit que il s'y habituera, car l'effort attire toujours l'attention. Il lui conseille également de se concentrer sur son entraînement, l'école fera tout son possible pour l'aider. En entendant cela, notre gars pense que le directeur maintenant, il lui fait confiance. Il décide donc de lui demander s'il connaît des moyens pour que les élèves puissent gagner de l'argent rapidement. Mais il lui dit plutôt de continuer à se concentrer sur l'entraînement, afin de pouvoir gagner une plus grande somme d'argent sur le long terme et que l'école peut aussi l'aider financièrement si sa famille traverse une mauvaise passe. Notre gars lui dit que ce n'est rien de tel, et pense qu'il doit maintenant trouver un autre moyen d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il s'entraîne à la salle de sport, il se rappelle qu'il doit être prudent car l'école a des politiques très strictes contre les prêts étudiants. Il se demande où il pourrait apprendre à se faire un peu d'argent supplémentaire. Mais soudain, le type aux cheveux jaunes apparaît devant lui et le félicite pour le match. Il demande ensuite à notre gars qui il est,
et celui-ci lui retourne la question. Pendant ce temps, la fille dit à Shen qu'il est impoli, et elle s'excuse auprès de notre gars en disant qu'il est parfois un peu agaçant. Elle se présente en disant qu'elle s'appelle Su et que le boulet à ses côtés est Shen. Elle lui dit qu'ils sont tous les deux ses aînés et qu'ils peuvent l'aider s'il est perdu sur quoi que ce soit. Le type agaçant dit alors qu'il forme une équipe à partir de maintenant, et qu'il est le chef d'équipe, donc il prendra personnellement bien soin de lui. Il interroge ensuite notre gars sur la technique de combat qu'il a utilisée contre Wen Hao. Mais notre héros dit qu'il ne connaît absolument rien à de telles techniques. Le chef est surpris quand notre gars lui dit que le mouvement qu'il a utilisé n'était qu'un simple réflexe. Il dit que Wen Hao sera furieux quand il l'apprendra, et Su s'empresse de dire qu'elle va lui expliquer. Elle explique que les techniques de combat sont des super mouvements spéciaux qu'une personne apprend à partir de parchemins ou de pierres de mémoire et que plus on les maîtrise, plus elles deviennent puissantes. Il en existe de nombreux types différents et les combattants puissants combinent ces techniques dans leur style de combat. Shen lui dit alors que Wen Hao a utilisé une technique de combat de rendez pendant le match. Une connue sous le nom de coup de pied crochet du vent. En entendant cela, notre gars pense que ce doit être la raison pour laquelle il n'a pas pu bloquer le coup de pied correctement, et qu'il aura une plus grande chance de gagner, s'il peut acquérir une telle technique. Il demande si elles sont rares, et le chef explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les techniques de base mais ils ne peuvent apprendre les plus puissantes que sous deux conditions. Soit ils les achètent, soit quelqu'un les partage avec eux. Mais elles sont vraiment chères. Sur le marché actuel, même une technique de base de rendez peut coûter environ 500 000. Pour se vanter, tous les deux lui disent qu'ils ont une technique de combat et qu'ils peuvent la lui montrer s'ils veulent la voir. Joe pense que ces deux-là doivent être vraiment riches car une somme aussi énorme n'est rien pour eux. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il peut leur demander quelles sont les différentes manières de gagner de l'argent rapidement. Il leur demande s'il existe un moyen rapide pour lui de gagner de l'argent, mais il précise qu'il ne veut rien faire d'illégal comme braquer une banque. Shen lui dit que sa seule option est le district de Blackwater, mais Su lui dit rapidement de ne pas dire de telles bêtises. Il ajoute alors qu'il a entendu dire que tout peut arriver là-bas, mais que l'école interdit aux élèves d'entrer dans ce district. Après cela, le chef demande à notre gars de combien d'argent il a besoin pour la technique, et il répond environ 300 000. Tous les deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement fauchés. Pendant ce temps, notre gars pense qu'il ira jeter un œil au district de Blackwater après les cours. De toute façon, car il a vraiment besoin d'argent en ce moment. Il atteint le district en utilisant le GPS et pense que c'est vraiment près de chez lui. Personne ne peut penser qu'il est un étudiant car il ne porte plus son uniforme. Il demande au patron ce qu'il pense du district, mais il n'obtient aucune réponse. D'après ce qu'il a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants puissants et son niveau de puissance est équivalent à celui d'un oracle de niveau 4, donc il peut facilement se charger de n'importe qui. Si la situation s'aggrave, alors il est sûr de pouvoir au moins s'enfuir en toute sécurité. Après avoir regardé de plus près, aux alentours, il pense que cette zone a définitivement été abandonnée et se demande si c'est vraiment la zone du miracle, mais il peut encore voir de légères empreintes de pas, qui le mènent vers un passage secret caché. Il finit alors par atteindre la zone du miracle après avoir prudemment emprunté le passage. Dans la zone du miracle, notre protagoniste voit les environs sales, et toutes les magouilles. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'y a pas de loi et qu'on peut littéralement tout y faire pour faire du profit. Après avoir vu tout ça, il entrevoit une lueur d'espoir de pouvoir vraiment gagner assez d'argent pour payer sa dette. Soudain, il demande aux voyous qui le suivent depuis combien de temps il compte le suivre. L'un des voyous le félicite pour son instinct aiguisé et dit qu'il prévoyait de frapper quand il serait complètement inattentif. Mais maintenant la situation a changé, et il va le démolir devant tout le monde. Il dit qu'il a déjà vu plein de garçons comme lui, ces enfants de riches qui viennent dans le district de Blackwater en étant déguisés et qui finissent par devenir leur proie. Joe pense que c'est une sorte d'idiot parce que lui-même est complètement fauché. Le voyou dit alors qu'il est un oracle, donc que ça ne servira à rien d'essayer de s'échapper. Il lui dit que s'il veut vivre, il n'a qu'à suivre ses ordres et vider ses poches. En entendant ça, notre protagoniste lui dit qu'il est vraiment très impoli et d'un seul coup, il met soudainement le chef K.O. Les deux autres sont furieux qu'il ait mis le chef K.O. parce qu'il n'a pas été prudent. Alors, ils foncent tous les deux droit sur lui pour le planter. Soudain, des caisses en bois leur tombent dessus, et une fille mystérieuse attrape rapidement la main de notre protagoniste et lui ordonne de la suivre. Ils s'enfuient tous les deux et atteignent un endroit sûr et caché. Joe la remercie pour son aide mais en réalité, c'est juste une nuisance pour lui car après avoir battu les deux types, il comptait les interroger. La fille agit comme si elle connaissait déjà notre protagoniste et lui demande ce qu'il fait ici. Après avoir dit ça, elle panique soudainement car elle se souvient qu'elle doit se faire discrète. Il lui demande s'il la connaît vraiment mais elle change de sujet en disant qu'elle a juste lu son nom sur son col.
Après avoir remarqué l'étiquette avec son nom, il l'enlève immédiatement. Il pense que c'est une bonne chose que la fille ne le connaisse pas, car il n'avait jamais réalisé que son nom était écrit sur son col depuis le début. Il la remercie de le lui avoir dit, tandis qu'elle est juste contente de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Elle lui conseille de cacher ses informations correctement car cette zone est vraiment dangereuse, puis elle dit qu'elle va le faire sortir d'ici. Mais notre protagoniste refuse son offre, car il est là pour se faire de l'argent. Il décide qu'il devrait s'en aller car si elle découvre qu'il est un étudiant, alors il aura de gros ennuis. Quand Joe part, elle pense qu'elle sait vraiment qui il est, et se demande ce qu'un étudiant peut bien faire dans la zone du miracle. Quand elle l'a touché, elle a eu une sensation étrange, à cause de laquelle elle pense qu'il est déjà devenu un oracle. Pendant ce temps, notre protagoniste achète un masque pour couvrir son visage, afin que son identité ne soit divulguée nulle part. Alors qu'il se dit qu'il n'a trouvé aucun moyen de se faire de l'argent, un inconnu l'aborde et lui dit qu'il est le guide touristique local et qu'il peut répondre à toutes ses questions. En entendant cela, notre héros est intrigué et lui demande s'il connaît un endroit où il pourrait se faire de l'argent rapidement. Le guide est vraiment content car il pense avoir augmenté le nombre de clients de 1 et dit fièrement à notre héros de le suivre. Il emmène Joe dans une arène de combat, où il demande si c'est un club de combat clandestin. Le guide lui répond qu'il a raison, et que c'est le moyen le plus efficace de se faire de l'argent rapidement. Il explique qu'aujourd'hui, le vainqueur remportera le prix en argent, ainsi qu'un certain montant provenant des paris placés. Il dit que des oracles participent également à ces combats. Donc ces combats sont à haut risque, mais à haute récompense. Après avoir jeté un œil au combat en cours, il se dit qu'il a sans aucun doute une chance de tout remporter. Le guide demande à notre héros s'il veut participer car il peut lui procurer des jetons de paris. Il lui dit qu'il va de toute façon tenter sa chance pour le prix. Suivant notre héros, la fille mystérieuse entre également dans le club de combat et commence à le chercher. Soudain, elle voit notre héros debout sur le ring et se demande ce qu'il fait ici. Le type moche se la joue devant Joe, disant qu'il est un combattant classé, mais notre héros le met KO d'un seul coup. La foule trouve ça ennuyeux car chaque combattant est mis KO en un seul coup de poing. Notre héros pense qu'il devrait en finir le plus vite possible et il se débarrasse également des 2 combattants suivants. Juste après. En voyant ces combats, le patron du club est complètement perplexe car il l'a seulement laissé combattre parce qu'il avait l'air faible. Le sbire lui dit qu'après avoir vu tous ces combats, tous les combattants ont déclaré forfait et que les clients exigent des remboursements car ils pensent que tous ces matchs sont truqués. Immédiatement, le patron ordonne à ses subordonnés de préparer un match spécial car il ne va pas le laisser repartir avec tout le prix. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande s'il peut maintenant avoir le prix. L'annonceur dit que la foule est toute excitée par ces combats, alors ils ont organisé un match spécial. Notre héros se dit qu'ils n'ont jamais eu l'intention de lui donner l'argent. De l'autre côté, les sbires amènent un chariot auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial se déroulera contre le Niflin, aussi connu comme le monstre, et en le voyant, Joe est sincèrement surpris. Les PNJ le détachent du chariot et le monstre tombe au sol comme un cadavre. Il sort immédiatement du ring et le ferme à double tour. Le gars reste là, à se demander ce qui se passe. Soudain, le monstre se réveille de son sommeil et arbore un regard vraiment menaçant. Un type enrobé dans la foule réconforte sa copine en disant qu'il peut facilement battre le monstre d'un seul coup de poing. Mais en réalité, il a failli se faire dessus en voyant cette bête. La fille mystérieuse se demande comment une chose pareille peut même être ici. Elle sait que Joe ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'elle pourrait le sauver avec ses pouvoirs, mais alors sa couverture serait grillée et ses plans révélés. Pendant ce temps, notre héros pense qu'il est dommage que le patron ne soit pas là à un tel moment, et qu'il va certainement avoir du mal à vaincre ce monstre. Quand il le regarde dans les yeux, il a l'impression d'être la proie et le monstre, le chasseur. Son 6e. Son instinct lui hurle de s'enfuir, car cette chose est extrêmement dangereuse. La créature fonce sur notre garçon pour lui porter un coup mortel. Mais notre garçon utilise ses instincts pour esquiver l'attaque et il serait mort s'il ne l'avait pas fait. Après ça, il décide qu'il doit devenir sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin et en voyant cela, Joe décide qu'il doit en finir le plus vite possible. Il emprunte de la force pour augmenter son niveau et il envoie la créature s'écraser au sol d'un coup de poing. Le monstre gît là et il pense que le combat est terminé, mais elle attaque soudainement à nouveau, ce qui l'évite de justesse. Il est stupéfait que sa plus puissante attaque n'ait aucun effet sur elle, et il s'éloigne rapidement car il sait qu'il ne peut pas la vaincre au corps à corps. Se déplaçant rapidement dans l'arène, notre garçon esquive ses attaques et cherche une arme qu'il peut utiliser pour vaincre le monstre. Il brise alors la griffe de la créature et l'utilise comme une dague pour trancher rapidement le cou du monstre. La coupure n'est pas assez profonde pour la tuer, mais maintenant notre garçon peut enfin riposter. Il sait qu'il est bien plus fort que le monstre, alors il peut la tuer s'il parvient à s'approcher encore une fois. Avec cette pensée, Joe fonce en avant,
Mais le monstre libère un gaz mystérieux, qui s'avère n'être que de la vapeur. Le monstre utilise ce brouillard comme une diversion et attaque notre garçon de différents côtés. Il ne voit rien dans le brouillard, et la créature profite de cette occasion pour lui infliger des dégâts, car elle craint que notre garçon ne la tue au moindre faux pas. Notre garçon sait qu'il ne peut pas permettre ça, car il sera tué si le temps s'écoule. Il décide d'utiliser tous ses sens pour confirmer sa position, et enfin la tuer. Il se concentre intensément et repère immédiatement l'emplacement du monstre. Après quoi, il l'attrape par la main et la tranche nette. C'est l'occasion dont notre garçon avait besoin pour porter le coup de grâce, et il fonce droit dessus. Mais hélas, le temps est écoulé, et son cœur commence à lui faire mal. Pendant ce temps, le monstre profite de cette opportunité pour le désarmer, et frappe avec sa langue pour porter un coup fatal. Notre garçon n'a toujours pas abandonné, et il décide de dépasser ses limites. Il emprunte à nouveau de la force et attrape le monstre par la langue. Puis il le balance dans les airs, et l'attrape par les deux mâchoires. Il utilise toute sa puissance pour éventrer le monstre et le tuer enfin. Pendant ce temps, les responsables qui regardent à travers les caméras n'ont aucune idée de ce qu'ils voient. Le patron demande nerveusement si le nouveau a finalement été vaincu, mais son visage devient rapidement blême. Dans les gradins de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde avec des yeux écarquillés Joe, se demandant comment il a bien pu réussir ça. Tenant toujours la tête du monstre, il lance un regard noir droit dans la caméra, et, ce regard mortel à lui seul donne des sueurs froides aux responsables. Le patron commence à paniquer, maudissant le fait qu'il a dépensé une fortune pour faire venir ce combattant, seulement pour que le garçon l'écrase comme si de rien n'était. Le présentateur se démène pour se reprendre, félicitant Joe et lui disant de suivre le personnel pour récupérer sa récompense. Quelque temps plus tard, en coulisses, une mallette remplie d'argent est posée devant lui. Le responsable explique qu'elle contient environ 500 000 $. Il tend la main pour la prendre, mais le patron la referme brusquement. Avec un sourire louche, il déclare que le marché a changé, soit Joe devient un combattant permanent et obtient la totalité de la somme, soit il repart avec seulement un quart. Notre gars plisse les yeux, lui ordonne de répéter ça. Le patron s'énerve, hurlant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat, et que son précieux guerrier a été atteint du syndrome de la tête qui disparaît. Notre gars réplique que ce n'était pas leur accord initial. Il lui rappelle que les termes du contrat stipulaient que les combattants ne sont pas responsables si leur adversaire meurt sur le ring, demandant à nouveau si ce n'était pas la condition convenue, l'aura de Joe suffit à elle seule à faire pâlir le visage de l'homme. Dégageant une aura meurtrière, il exige le paiement intégral, sinon il y aura des conséquences. Après avoir entendu ça, le patron sort brusquement une arme à feu pour le menacer, mais il ne cille même pas. En un seul mouvement, notre héros démonte l'arme et brise le doigt du malfrat. Hurlant de douleur, le patron ordonne à ses hommes de cribler le gamin de balles. Ses sbires dégainent instantanément leurs armes, prêts à tirer. Ils soupirent juste d'agacement, visiblement de plus en plus irrités à chaque seconde. Dehors, là, un fille aux cheveux blancs se crispe alors que des coups de feu éclatent soudainement. Un instant plus tard, un homme est projeté à travers la fenêtre, volant comme une canette de soda vide, atterrissant près du garde du corps inconscient au sol. La foule se demande si une sorte de film est en train d'être tournée. La fille aux cheveux blancs, cependant, soupçonne que tout ce chaos est l'œuvre de Joe. Pendant ce temps, notre héros est en train de démolir les gardes du corps sans la moindre hésitation, indifférent au fait qu'ils aient des armes. Un malfrat chauve lève son arme pour tirer, mais à la place, il lui défonce la tête à travers le mur. Faisant irruption dehors, il détale avec l'argent en main pendant que les malfrats à l'étage hurlent des ordres pour le capturer. Alors qu'il sprinte dans les rues, il réalise qu'il atteint ses limites et que son corps ralentit. Ses blessures drainent aussi lentement sa force. Soudain, une main attrape son sweat à capuche et le tire brusquement dans une ruelle étroite. La fille de tout à l'heure lui plaque rapidement une main sur la bouche alors que les malfrats passent en courant sans les remarquer. Une fois la voie libre, elle lui dit qu'il est en sécurité, et Joe reconnaît son visage. Elle lui dit d'économiser ses forces, et lui révèle qu'elle connaît une issue de secours secrète. Le guidant vers un tunnel, elle l'avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les malfrats boucleront tout le quartier et le captureront. Il essaie de répondre, mais elle lui coupe la parole, lui disant de se dépêcher. N'ayant pas d'autre choix, il la remercie et s'engouffre dans le tunnel. Après son départ, elle tapote sur son communicateur. À l'autre bout du fil, une voix demande avec colère de savoir où elle a bien pu passer. Elle ignore la question, disant à sa sœur de la fermer et de lui passer leur grand-père, car elle a quelque chose à signaler. La scène revient alors sur Joe, qui parvient à peine à rentrer en titubant dans son appartement avant de s'effondrer sur le sol. Le souffle court, il se serre la poitrine, luttant pour rester éveillé. Mais au moment où son corps épuise ses dernières forces, notre gars finit par s'écrouler au sol, inconscient. Il
plonge dans un rêve où sa mère s'excuse de lui avoir menti en disant qu'elle allait mieux. La vérité est plus dure, elle n'a plus que quelques années à vivre, tout au plus. Elle dit à son fils qu'elle ne désirait rien de plus que de le voir grandir, de rencontrer ses enfants un jour, et de simplement passer un peu plus de temps ensemble. La mère de notre héros s'excuse à nouveau de ne pas avoir la force de rester à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Des larmes coulent sur son visage alors que notre héros est ramené brusquement à la réalité. Ses yeux s'ouvrent d'un coup, mais il se ressaisit et regarde le temps ensoleillé. Le ciel par la fenêtre. En se redressant, il réalise qu'il est toujours dans la maison de Joe Chen. Un soulagement l'envahit en constatant qu'il est en vie, même si c'est ce cauchemar d'enfance qui l'a réveillé. Puis, une voix résonne dans sa tête, lui demandant s'il est enfin réveillé, le prenant au dépourvu. Il demande alors au démon où il a bien pu passer ces derniers jours, mais le livre maudit marmonne une excuse à propos d'affaires. Au lieu de ça, il lui retourne la question, demandant ce qu'il a fait pour se retrouver inconscient pendant 2 jours d'affilée. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon devine qu'il s'est faufilé dans l'arène souterraine, a brûlé trop d'énergie, et a affronté un monstre en face à face. Goldfinger explose, lui criant dessus, pour avoir tenté une cascade aussi imprudente. Il essaie de l'ignorer, mais le démon insiste, l'avertissant que son pouvoir n'est pas suffisant pour le ramener une seconde fois. Il insiste pour qu'il accorde plus de valeur à sa vie, car c'est sa deuxième chance. Après tout et qu'il ne peut pas la gâcher. Cela fait sourire Joe, qui remercie le démon de veiller sur lui. Goldfinger se détend un peu, puis admet que le monstre qu'il a combattu ne semble pas venir de ce monde. Cette pensée rappelle à notre garçon la fille qu'il a rencontrée dans cet endroit maudit, mais il met ça de côté car pour l'instant, monter de niveau est ce qui compte. À ce moment-là, il se souvient de sa récompense de la nuit dernière et ouvre immédiatement la mallette pour révéler des liasses de billets neufs. Le démon se moque de lui pour avoir risqué sa peau pour de l'argent, mais il répond qu'au moins, pour le moment, il n'a pas à s'inquiéter de ses dettes jusqu'à la fin du tournoi. Se regardant, il se dit qu'il doit soigner cette blessure avant de retourner à l'école. Se frottant la tête, il gémit en pensant qu'il doit encore aller à l'hôpital, à la banque et en cours, le tout le même jour. À l'hôpital, le médecin l'examine et dit que la plaie guérira rapidement tant qu'il la garde propre. Remarquant la vitesse de sa guérison, l'homme demande si notre garçon est un oracle par hasard, ce à quoi il répond oui. Immédiatement, le médecin change de ton et essaie de lui vendre un abonnement premium. Il le rembarre sur le champ, demandant plutôt le médicament normal. Soulagé que la langue du monstre n'était pas venimeuse, il regarde le médecin lui tendre une pommade. Mais dès qu'il prend le flacon, il se fige et regarde incrédule. Il demande au médecin pourquoi le flacon brille, mais l'homme lui lance juste un regard étrange, insistant sur le fait que c'est un récipient ordinaire. Notre gars n'y croit pas une seconde, le voyant clairement briller dans sa main. Le médecin essaie à nouveau de lui refourguer son abonnement, disant que les séances de conseil l'aideraient avec ses hallucinations dues au stress, mais il ignore le psy. Dehors dans le couloir, Joe remarque un étrange flux d'énergie partout. Tendant la main, il la voit briller plus fort et réalise que ça doit être lié à l'énergie stellaire. Se souvenant du combat souterrain, il soupçonne que cette bataille a déclenché une sorte d'éveil. Il sourit alors, pensant que s'il peut vraiment sentir l'énergie stellaire, maintenant, il peut l'absorber beaucoup plus efficacement. À ce moment précis, un homme passe, dégageant une aura verte et brillante, et Joe se force à agir normalement. Une fois que le type est passé, il jette un autre coup d'œil et a des sueurs froides, pensant que l'énergie stellaire de cet homme est d'un tout autre niveau. L'étranger aux cheveux verts s'arrête, sentant quelque chose, et se demande s'il vient de se faire scanner, mais il chasse cette pensée. Sur son communicateur, une voix se met à lui hurler dessus, exigeant de retrouver l'étoile extraterrestre immédiatement. L'homme aux cheveux verts dit à la personne de se calmer car il compte rester dans le coin, dans le pays un certain temps. La voix insiste, lui rappelant que la prophétie du patron a désigné l'étoile extraterrestre comme une menace de niveau boss, qui nécessite une surveillance constante. Retirant ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit d'un air narquois, et dit que le patron s'inquiète trop. Il déclare que si l'étoile extraterrestre est vraiment leur ennemi, alors il l'écrasera, sans hésitation. Le lendemain à l'école, le directeur commence à gronder notre gars pour avoir séché les cours et ignoré ses appels. Il s'excuse et dit qu'il a été pris par des affaires personnelles. Le directeur adoucit son ton, montrant plus d'inquiétude que de colère, mais notre gars le rassure et demande si c'est à propos du tournoi. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a entièrement confiance en lui pour le tournoi. À la place, il lui demande si l'école peut l'aider s'il a de vrais ennuis. Il rappelle à notre gars que la priorité absolue de l'école est de soutenir les oracles d'élite. Joe sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, promettant de tout donner dans le tournoi, ce qui finit par rassurer le directeur. Un peu plus tard, Shen et Sue se précipitent pour le rejoindre, demandant ce qui s'est passé. Shen se souvient que notre gars a mentionné
une technique de combat et fouille alors dans ses poches. Sortant une carte de crédit, il explique qu'ils ont réussi à rassembler 300 000 pour lui, qu'il pourra toujours rembourser plus tard. En entendant cela, il est figé par la surprise. Après avoir réalisé à quel point les deux avaient pris ses paroles au sérieux, il les remercie, mais admet qu'il a changé d'avis à propos de cette technique. À ce moment-là, Wen Hao apparaît, l'air inhabituellement timide, et offre 50 000 pour s'excuser de son comportement précédent. Notre héros le remercie pour son geste tandis que Xu commence à interroger le rouquin, lui demandant s'il n'a pas une arrière-pensée suspecte. Wen Hao admet qu'il voulait seulement se racheter pour avoir traité Zhou de fraudeur, et qu'il espère maintenant qu'ils pourront devenir amis. Xu se penche et lui chuchote, demandant s'il devrait laisser le gars les rejoindre, et il hausse les épaules en disant que ça ne le dérange pas. Xu se tourne alors vers Wen Hao et lui demande si ça lui convient d'être le 4e membre, et il répond que le classement ne compte pas pour lui. Shen essaie immédiatement de lui donner des ordres, lui disant d'aller chercher une bouteille d'eau, ce qui déclenche une discussion animée entre les deux. Zhou se contente de sourire, réalisant qu'il s'est trouvé de vrais amis. La scène avance rapidement pour le montrer en train de courir sur un tapis roulant, se rappelant que les oracles absorbent plus d'énergie pendant l'entraînement physique. Cependant, le taux d'absorption s'avère atrocement lent. Même avec l'équipement d'entraînement attaché, la plupart de l'énergie s'échappe toujours. Zhou se dit que ce doit être la raison pour laquelle tant de gens ne dépassent jamais le niveau 1 et se dit qu'il doit vite trouver une meilleure méthode. C'est alors que Shen intervient et suggère un combat en duo, affirmant que c'est bien plus efficace qu'un entraînement en solo. Notre héros a soudain un déclic, se disant que Shen a peut-être raison, puisqu'il a éveillé sa nouvelle capacité durant ce combat. Sur cette pensée, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Quelques instants plus tard, Shen est su. Il lance une attaque combinée contre lui. Il les repousse, satisfait des résultats, avant de dire aux deux de se reposer. Il souligne que cela fait déjà plus d'1 heure qu'ils s'entraînent. Pendant que Shen et Xu reprennent leur souffle, Xu admet qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a parlé d'un entraînement à 1 contre 2, et Shen ajoute « Cette méthode d'entraînement est follement efficace ». Il se tourne ensuite vers Wen en lui disant que c'est son tour maintenant et le rouquin sourit, plus que prêt à se lancer. En regardant le groupe, Zhou en conclut que la théorie est correcte car le taux d'absorption de tout le monde monte en flèche et qu'ils vont monter de niveau plus vite que jamais. Quant à lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser le test plus loin. Dans ce monde, les suppléments sont dilués pour les rendre sûrs. Mais même ainsi, les personnes ayant une faible absorption ne tirent presque aucun bénéfice de leur utilisation. En revanche, la compétence d'emprunt de pouvoir est 100 fois plus concentrée que n'importe quel supplément. Et s'il l'absorbe imprudemment, son corps exploserait littéralement. Mais s'il pouvait contrôler le flux et l'assimiler lentement, alors monter de niveau à une vitesse folle pourrait être possible. Avec ce pari en tête, Zhou active la compétence, libérant immédiatement de lourdes vagues d'aura. La force brute de l'énergie le prend par surprise, mais c'est logique, puisque la capacité lui permet de gagner 2 niveaux d'un coup. Cependant, il force l'énergie en un fin flux contrôlé et commence à l'absorber. Son corps se crispe sous la tension, chaque muscle hurlant sous la pression écrasante. Concentrant toute sa volonté, Zhou remarque à quelle vitesse l'énergie le remplit, plus vite que tout ce qu'il a jamais ressenti. Puis la panique s'installe, et son corps semble sur le point d'éclater. Ne voyant pas d'autre choix, il pointe sa main vers le haut et libère le surplus. L'énergie jaillit en vagues, forçant ses amis à se protéger de la pression écrasante. Ils n'en croient pas leurs yeux, murmurant sous le choc de voir comment Zhou est soudainement devenu si surpuissant. C'est alors que Goldfinger apparaît, attiré par la perturbation. Le démon se fige à la vue de la scène. Zhou, trempé de sueur, lui dit calmement qu'il a réussi à absorber le pouvoir. Le démon a du mal à croire que le garçon y soit parvenu et se demande à voix haute si Zhou est vraiment son âme sœur tant attendue. Il demande au boss s'il a dit quelque chose, mais le boss change de sujet en disant qu'il est juste heureux que notre garçon ne soit pas mort. Après avoir entendu tout ce vacarme, l'entraîneur arrive en courant et demande ce qui s'est passé, et Xu lui dit que c'est Zhou qui a libéré toute cette énergie. L'entraîneur est surpris de voir la quantité d'énergie stellaire et il dit immédiatement aux assistants d'apporter l'appareil de mesure. Après avoir mesuré la puissance de notre héros, il découvre qu'il est déjà devenu un oracle de niveau 3. Au début, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux, mais il se précipite ensuite vers le bureau du directeur pour lui annoncer la nouvelle, car c'est le premier oracle de niveau 3 que l'école ait vu depuis très longtemps. Pendant ce temps, Xu lui demande comment il a pu monter de niveau si rapidement et lui demande de lui apprendre la méthode. Il lui dit que c'est grâce à tout l'entraînement qu'il a suivi et il décide que la prochaine fois, il le fera en privé pour ne pas causer de problèmes inutiles. En entendant cela, tous les trois s'enthousiasment et ils augmentent l'intensité de leur entraînement. D'un autre côté, notre garçon demande au boss pourquoi il ne s'est pas mis en colère contre lui cette fois-ci. Il répond qu'il s'y est habitué maintenant. Goldfinger peut utiliser tous ses pouvoirs s'il veut juste.
monter de niveau rapidement car il a besoin que Joe devienne plus fort, mais il dit au démon qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il a stocké une montagne d'énergie stellaire. Et une fois qu'il se sera habitué à cette nouvelle force, il montera de nouveau de niveau. C'est aussi simple que ça. Le patron entend ça et reste complètement silencieux. Le temps passe vite et la compétition approche à grands pas. Et notre héros s'entraîne comme un forcené jusqu'à ce que le grand jour arrive enfin. Toute l'équipe est surexcitée lorsqu'ils entrent dans le lieu de la compétition. Sue est toute excitée car elle n'arrive pas à croire qu'elle a réussi à arriver jusqu'ici et dit que sa mère serait fière. Shen étale sa science, soulignant que cette année a le plus grand nombre de participants à ce jour. Quand quelqu'un l'interrompt et lui demande s'il est prêt pour la catégorie de niveau 4. Le type a le seum de ne pas avoir atteint le niveau à temps pour participer, mais Joe se contente de hausser les épaules. Les mots du proviseur résonnent encore dans sa tête, qu'il doit tout donner, et si les choses deviennent trop compliquées, il n'a qu'à abandonner. Il n'y a aucune honte à survivre pour combattre un autre jour. Comme les arènes pour le niveau 3 et le niveau 4 sont séparées, ils se séparent tous les trois, le laissant se préparer seul. Pendant ce temps, le proviseur et le coach débarquent dans la zone VIP, regardant partout comme des enfants dans un magasin de bonbons. Le coach rigole en disant « C'est le genre de luxe qu'ils attendaient. Tout ça grâce à leur école qui envoie enfin un combattant dans la catégorie de niveau 4. Aujourd'hui, soudain, le proviseur Wang apparaît et félicite le proviseur d'avoir formé 2 élèves de haut niveau en seulement quelques mois. Le proviseur fait preuve d'humilité et dit que ça n'a rien à voir avec lui. C'est entièrement grâce au travail acharné des élèves. Il n'a fait que les aider à subvenir à leurs besoins. Il remercie également Wang pour son aide car il lui a donné toutes les informations clés sur la compétition. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles gagnantes. Et à cause de ces subventions, la difficulté du tournoi augmentera également. Soudain, un type arrogant dit qu'un Pékéno s'est frayé un chemin jusqu'au salon VIP et cause tout ce raffut. Le proviseur veut lui répondre, mais Wang l'arrête et lui dit de ne pas chercher les ennuis avec eux car ce sont tous des proviseurs d'école qui ont déjà remporté cette compétition par le passé. Le proviseur dit que tout ça, c'est du passé et que personne ne sait vraiment qui va gagner cette compétition. Le type aux cheveux blancs lui dit de profiter de cette scène pour la première et dernière fois afin qu'il s'en souvienne clairement. Le coach demande au proviseur si les élèves s'en sortiront, car il participe à une compétition d'un si haut niveau pour la toute première fois. Yu demande alors au coach ce qu'il pense de ses élèves. Il répond que tous sont talentueux, et que Joe est un prodige bien plus talentueux que n'importe quel génie. Le proviseur lui dit que ils doivent simplement croire en leurs élèves. Dans les gradins, la classe encourage Joe, mais elle s'inquiète pour lui et elle est très nerveuse car c'est la toute première fois qu'elle vient ici. Au début, elle n'arrivait pas à croire que notre garçon participait à la compétition. Mais maintenant, elle est là pour l'encourager. Il y a une semaine, à l'école, elle pensait que Joe était devenu l'étoile montante de l'académie. Elle ne pourrait plus le voir, car maintenant il ne prendrait plus la peine de s'occuper de quelqu'un de la classe inférieure. Alors qu'elle pense à tout ça, elle est sur le point de s'effondrer par terre. Mais notre héros apparaît, la rattrape juste à temps. Il lui demande si elle va bien et elle le remercie, puis lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il l'a vu, alors il est venu lui dire bonjour. Elle avoue qu'elle pense que maintenant il fait partie de l'élite et qu'il ne verra plus jamais personne de la classe inférieure. Il lui dit que les amis, c'est pour la vie et que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas changer. En entendant à cette vue, elle est heureuse et pense que Joe n'a pas du tout changé et qu'il peut gagner le tournoi à coup sûr. La présentatrice annonce que les concurrents arrivent sur scène et la déléguée de classe est toute excitée après avoir vu notre garçon sortir avec les autres. Le présentateur souhaite la bienvenue à tout le monde pour la compétition d'échange de cette année. Cet événement sera animé par lui et sa partenaire Lilian. En entendant ce nom, la foule devient complètement folle parce qu'elle est l'une des idoles les plus célèbres de tout le pays. La diva dit qu'elle est ici pour travailler dur et qu'aujourd'hui elle est juste une simple présentatrice, car les concurrents sont les vraies stars de cette compétition. Après cela, le présentateur explique les règles. Sur les 12 académies, il y a 48 concurrents, 6 dans la catégorie de niveau 4 et les 32 restants dans la catégorie de niveau 3. Il dit que cette salle est réservée à la catégorie de niveau 4 et que les classements seront basés sur les scores des 2 catégories, qui seront ensuite convertis en points. Les concurrents s'affronteront un par un et le vainqueur passera au tour suivant. Il affrontera ensuite le vainqueur de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant. La limite de temps est de 30 minutes, et le match se termine lorsqu'un concurrent abandonne ou n'a plus la capacité de se battre. Lilian dit que les règles du tournoi de cette année sont beaucoup plus strictes, mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et dit à tout le monde de regarder tout en haut du pilier. La foule est toute excitée en voyant la célébrité de rang S assise dans la salle. Pour montrer sa puissance écrasante, il fait nonchalamment trembler le sol d'un seul doigt. Le présentateur explique
que le maître a mis en place ce ring spécial qui protège le public des attaques égarées et qu'il peut aussi réparer. Ring instantanément après chaque match. Il dit aussi aux concurrents de porter les gemmes car elles servent de certification de concurrents et peuvent aussi les protéger dans des situations dangereuses. Tout le monde murmure qu'un rang S est vraiment terrifiant, et notre garçon pense que sa puissance est presque égale à celle de Gojo. Le type a l'air si détaché de tout qu'il ne se sent même pas nerveux. L'idole dit que les résultats s'afficheront sur les gemmes et elle annonce officiellement que la compétition commence maintenant. Le tout premier match se termine en seulement 10 à 7 minutes et le gagnant est Xian. Le directeur dit qu'il n'en revient pas qu'un oracle de rang S supervise personnellement le tournoi, ce qui signifie que les matchs de cette année vont être incroyablement relevés. Le directeur Wong dit que c'est entièrement dû à la différence entre le niveau 4 et le niveau 3. Puisque les oracles de niveau 4 maîtrisent déjà complètement leurs techniques de combat, les écoles célèbres sont si riches qu'acheter des techniques de rang C est pratiquement une routine pour elles. La seule raison pour laquelle elles arrivent toujours à gagner le tournoi est qu'elles utilisent l'argent des bourses pour fournir à leurs concurrents les meilleures potions et techniques de combat. Mais cette année, les choses vont complètement changer. Le 5e match oppose Lan Qin et Li He. Dans ce combat, Qin joue avec son adversaire en esquivant chacune de ses attaques. Puis elle utilise une technique de combat basée sur une capacité et immobilise son adversaire avant de porter le coup de grâce et gagner le match. La foule est toute excitée en voyant cela, et beaucoup de gens pensent qu'elle utilise secrètement une sorte de en voyant ça. Le directeur est sous le choc car ce type de capacité ne peut être obtenu que par un oracle de rang supérieur. Le directeur Wong est fier et dit que c'est une prodige qui a réussi à obtenir cette capacité à un si jeune âge. Le directeur lui dit que ça n'a pas d'importance même si elle a une telle capacité. Mais Wong le nargue en lui demandant pourquoi il a essayé de la recruter si c'est vrai. Le directeur Lee répond que c'est juste un éveil précoce, et rien de plus. Dans le 6e match, Wong ne permet même pas à son adversaire d'attaquer, et termine le combat en seulement 5 secondes. En voyant cela, la foule pense que l'oracle flamboyant va très probablement gagner le tournoi de cette année. Également, l'autre directeur pense que personne ne peut être comparé à l'élève qui est personnellement formé par le directeur Lee. Pour se vanter, Lee dit que chien qui aboie ne mord pas, mais Wong lui dit d'attendre et de voir, qui pense que ce combat est complètement hors de leur portée parce qu'ils sont de si bas rang que même se qualifier pour ce tournoi est déjà un miracle. Il pourra garder la tête haute si Joe gagne un seul match ou au moins fait le spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le concurrent suivant et se demande quel genre de combattant sera son adversaire. Goldfinger lui dit d'emprunter ses pouvoirs et de finir le match rapidement, mais il répond que s'il fait ça, il attirera l'attention de tout le monde et il pourrait avoir de vrais ennuis si on enquête sur lui. En se dirigeant vers le ring, il rencontre Shin. Elle lui dit qu'il n'a pas de chance de participer au dernier match car son adversaire est l'un des plus forts et sa technique de combat est si puissante que même un oracle de rang D ne peut pas l'endurer complètement. Notre garçon demande si ce n'est pas dangereux d'utiliser une technique aussi puissante dans les matchs de bas rang. Shin lui explique que la gemme que peut bloquer une attaque mortelle, mais qu'il subira quand même beaucoup de dégâts car c'est la mère réalité de la compétition. Cela dit, il lui demande pourquoi elle l'aide et elle lui répond qu'ils sont alliés parce qu'ils partagent le même objectif qui est de démolir tous les idiots arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait. Mais comme son adversaire est si puissant, ce serait génial s'il pouvait au moins l'épuiser un peu. En entendant ça, il commence à se demander si son adversaire est vraiment aussi fort qu'elle le prétend. Finalement, le dernier match du premier tour est sur le point de commencer, et la foule applaudit bruyamment alors que notre garçon entre sur le ring. Il pense que cela ressemble à un accueil chaleureux, mais en réalité, ces acclamations sont pour le concurrent Lei, qui fait une entrée digne d'un renégat des Avengers. Le commentateur dit que personne ne s'attendait à ce que le dernier match mette en vedette Lei. Il est devenu un oracle à seulement 12 ans et en seulement 4 ans, il est passé au rang d'oracle de niveau 4. Il a également reçu un certificat national, ainsi qu'une invitation d'une guilde. Il ne serait pas faux de l'appeler le meilleur combattant de cette nouvelle ère. En le voyant entrer sur le ring, la foule devient complètement folle et commence à l'acclamer. La déléguée de classe s'inquiète parce que pas une seule personne n'acclame notre garçon. Un type au hasard dans la foule lui dit que Lei a tant de fans parce qu'il est à la fois fort et beau. Au contraire, son adversaire ressemble juste à un type lambda avec un mauvais caractère. En entendant ça, elle répond qu'elle soutient Joe parce que c'est un garçon vraiment gentil et doux. Après ça, les deux commencent à se disputer et tout le monde autour d'eux commence à se demander ce qui se passe exactement. Tout le monde est excité pour voir comment le génie va se comporter dans ce match et s'il peut même battre l'invaincu Académie Léon Guan. L'annonceur dit que le match va commencer maintenant, mais Liliane l'interrompt en lui demandant s'il n'a pas oublié de présenter l'un des combattants. Il s'excuse rapidement et admet qu'il a oublié dans toute cette excitation. Après cela, il présente
Joe comme la star de l'académie Lady Oracle et que c'est la première fois que son académie participe à la compétition. En dehors de ça, il n'a rien d'autre de notable à son sujet qui le fait se demander si l'école aurait dû au moins lui acheter une technique avant le début du tournoi. La foule commence à mal parler de lui, et à se demander comment quelqu'un comme lui pourrait un jour tenir tête à un génie. Le type au bandana éclate de rire, et se moque bruyamment du délégué de classe. Pendant ce temps, le directeur Yu dit au directeur que c'est assez malheureux, qu'ils doivent affronter l'étoile montante de leur académie dès leur toute première année, mais qu'ils ne devraient pas s'inquiéter car tout se terminera rapidement. Wong dit à Yu que tout le monde doit commencer quelque part. Alors, il doit juste l'ignorer et rester calme. À l'intérieur du ring, Lei lui dit qu'il est désolé pour lui car pour son tout premier tournoi, il doit l'affronter. Mais, son pote lui dit de prêter une attention particulière au combat. Soudain, il fonce vers notre gars, et arrive juste à ses côtés. Il dit qu'il commencera ce match en n'utilisant que 10% de sa puissance totale car même s'il perd son premier combat, il pourra au moins avoir l'air un minimum décent. Lei pense qu'il fait semblant d'être gentil, mais il est agacé car il lui a déjà dit une fois de se battre normalement. Juste à ce moment, l'annonceur dit que le génie ne peut retenir son enthousiasme et annonce que le dernier match du premier tour commence maintenant officiellement. Sur ce, Lei utilise sa vitesse pour attaquer notre gars, et il se déplace si vite qu'on dirait qu'il a utilisé un jutsu de multiclonage pour faire plusieurs copies de lui-même. En plus de ça, elles attaquent toutes exactement au même moment. Chaque concurrent qui regarde pense que ça va être extrêmement difficile de battre le génie. Et le directeur Yu pense que personne ne peut le battre. Le génie pense que notre gars ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir. Et il croit que le seul qui pourrait jamais lui donner du fil à retordre est Wong. Pensant que c'est enfin la fin, il se prépare à porter le coup de grâce. Mais, quand il s'approche, Joe lui demande s'il ne va pas esquiver avant de lui donner un violent coup de poing en plein visage. En voyant ça, tout le monde est choqué de voir comment cela a pu arriver. Notre gars a en fait contré l'attaque de Lei et a placé un coup de poing en un instant. Le génie peut habituellement esquiver n'importe quelle attaque avec sa vitesse. Mais la question principale maintenant est de savoir s'il a juste été négligent ou s'il a réellement échoué à esquiver. Tout le monde dans la foule commence à penser que notre gars a utilisé une sorte de triche car personne d'autre ne peut jamais toucher le génie. En voyant ça, il se demande s'il a enfreint une sorte de règle cachée, disant qu'il peut porter le premier coup. Wang dit au directeur que son élève a clairement d'impressionnantes compétences. Le directeur Yu dit qu'il doit tricher car personne n'est plus rapide que Lei. Mais le directeur répond que s'il trichait, alors les supérieurs les auraient déjà attrapés. Le directeur Lee lui dit de la fermer, parce qu'il donne un très mauvais exemple avec ses pleurnicheries et ses jérémiades. Il suggère qu'il devrait regarder tranquillement le match. Le match car ce n'est pas encore fini. À ce moment-là, le Pikachu crie aussi, insistant sur le fait qu'il n'en a pas encore terminé. Il admet qu'il n'avait pas pris Joe au sérieux avant et jure maintenant de tout donner. La foudre s'enroule autour de lui alors qu'il charge une autre attaque, criant que ses pouvoirs sont à peine sous contrôle. Lei continue d'invoquer encore plus d'éclairs mais notre gars reste calme, sans même scier. Il trouve presque amusant que Lei ait autant d'énergie stellaire en lui. Soudain, un éclair de foudre jaune passe à toute vitesse devant Joe, le prenant par surprise. Le type ricoche contre la barrière et rebondit dans l'arène comme un flipper hyperactif, gagnant en vitesse à chaque coup. Le commentateur crie que Lei est sur le point de déchaîner son atout maître, tandis que Lilian continue d'ajouter des commentaires inutiles. Lei sourit, convaincu qu'il a déjà la victoire en poche, et plonge d'en haut pour asséner un coup de pied surchargé. Notre gars ne prend pas la peine d'esquiver ou de se défendre. Au lieu de ça, il lance calmement un unique coup de poing en plein dans le visage de Lei. L'élan combiné de sa charge envoie Lei s'écraser de manière incontrôlable sur le sol de l'arène. Joe lui crie qu'il aurait dû attaquer plus tôt quand il avait encore une chance de gagner. Le commentateur déclare alors que Pikachu est de nouveau à terre. Cette fois, la pierre vire au rouge, confirmant que le Pokémon est hors de combat. Tandis que le commentateur célèbre la victoire de Joe, ce dernier se demande brièvement si Lei va bien, bien que la pierre aurait dû empêcher toute blessure mortelle. La foule explose, stupéfaite par la rapidité avec laquelle le match s'est terminé. Avec la défaite de Lei, Chin entre pour le deuxième quart de finale et s'assure la victoire sans verser une goutte de sueur. C'est ensuite au tour de Wong, qui écrase son adversaire facilement sans verser une goutte de sueur. La foule trouve que la force de la bête est imparable. Pourtant, la plupart des regards se tournent à nouveau vers Joe. Le gamin aux cheveux en bataille leur lance alors un regard mortel, qui glace de peur toute la section. Dans le quatrième match, Ran d'une autre école Oracle affronte notre gars, livre un combat acharné. Cependant, Joe esquive chaque coup avec une précision de vétéran. Il termine le combat avec un léger coup de poing à la tête de Ran, l'envoyant s'écraser au sol. Observant d'en haut, les officiels commentent que notre
Gan n'a encore utilisé aucune technique de combat, se fiant uniquement au contrôle de l'énergie brute. L'un d'eux se demande s'il ne cache pas son vrai niveau ou pire, qu'il utilise des drogues, ce qui serait une violation grave des règles du tournoi. De retour dans l'arène, le commentateur commence à faire monter l'ambiance pour les demi-finales, appelant Joe à affronter un autre combattant, Lou. Il se fige en pleine phrase alors que des officiels en costume sombre montent sur la scène. Le public murmure avec confusion, se demandant qui ils sont. L'un des inspecteurs ordonne à notre héros de porter un équipement spécial et de libérer son énergie stellaire. La foule réalise que ce sont les inspecteurs du tournoi et commence à s'agiter, suspectant que Joe est accusé de tricherie. Le garçon commence à transpirer, en pensant qu'il peut être allé un peu trop loin, et se dit de limiter ses pouvoirs. Les inspecteurs lisent les résultats qui indiquent que les mesures sont stables et dans les limites autorisées. Ils annoncent alors à la foule que le concurrent ne triche pas. Ils s'écartent ensuite et le commentateur crie alors avec incrédulité que notre héros est officiellement confirmé comme étant de niveau 4. Et la demi-finale est autorisée à commencer. La foule digère l'information, un instant puis devient folle, en réalisant que notre héros est vraiment légitime. De l'autre côté de la scène, Lou commence à trembler et son visage pâlit alors qu'il prend conscience de la situation. Quand le match commence, il se termine instantanément lorsque Joe le met KO d'un seul coup décisif. Le commentateur en perd presque la voix, hurlant dans le micro pendant que Liliane continue d'ajouter des commentaires inutiles. Dans les gradins, le directeur Wang se tourne vers notre directeur, le félicitant d'avoir formé un tel monstre d'étudiants. Le type accepte avec suffisance toutes les remarques, et les autres directeurs qui se moquaient de lui se précipitent pour le féliciter aussi. Il sourit poliment, bien que l'attention le mette un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Li et Yu regardent avec une irritation évidente. Agacé par cette foule soudaine de lèche-bottes, notre directeur s'autorise un sourire fier, pensant que Joe a vraiment tenu sa promesse et a défendu l'honneur de leur école. De retour dans l'arène, la dernière demi-finale est annoncée, et Shin monte sur scène avec une détermination tendue. Face à elle, Wang s'avance, ses yeux brillant d'une faim de prédateur, comme s'il venait de repérer sa prochaine proie. Les juniors de Shin l'encouragent bruyamment depuis les gradins, distrayant la bête une fraction de seconde. Elle repère la faille dans sa garde et fonce, chargeant son coup. Avec la technique de la main du nuage flottant, elle lui assène l'attaque en pleine poitrine. Wang ne trébuche pas, il a seulement l'air légèrement irrité, puis la foudroie du regard. Sa confiance commence à s'effriter, alors que la panique s'installe, réalisant que le coup l'a à peine égratigné. Wang lui saisit le poignet, avec facilité, lui demandant si elle se croit vraiment talentueuse. Shin réplique sèchement, lui disant de la lâcher, et lui enfonce son coude dans le visage. Il ne cligne même pas des yeux et dit qu'il trouve cette situation hilarante. Le désespoir alimente son prochain un mouvement alors qu'elle charge une autre explosion et le ligote fermement avec sa magie, jusqu'à ce qu'il ressemble à une momie. Elle utilise ensuite des coups de pied du style du vent et martèle son corps ligoté de frappes implacables. Pendant un instant, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups ont porté et ont dû faire des dégâts. Cet espoir est anéanti instantanément lorsque Wang apparaît soudainement derrière elle tel un fantôme, glaçant le sang dans ses veines. Elle essaie de se retourner, incrédule, se demandant comment il a pu bouger si vite, mais il est déjà trop tard. Il lui enfonce son poing, en utilisant ses arts de la rage sanguinaire, et l'envoie voler dans la barrière, qui se fissure. Alors que les éclats se dispersent, Shin tombe à genoux, à peine capable de respirer. Pendant que le commentateur déclare que Wang a maintenant le dessus, ses juniors détournent leurs yeux larmoyants, car ils ne peuvent supporter la vue d'elle se faisant absolument décimer. Son directeur serre les poings, suppliant silencieusement sa meilleure élève de tenir bon. Shin reste immobile, fixant le badge rouge posé à côté d'elle. Sa voix tremble alors, qu'elle murmure qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. La vue du badge rouge la plonge alors dans un flashback à l'école, où elle est entrée dans une pièce bourdonnante d'étudiants inquiets. Une fille en larmes lui a dit que si l'académie fermait ses portes, elle serait forcée d'abandonner malgré son rêve de devenir une oracle. Elle a alors passé ses bras autour des deux filles dans une étreinte rassurante, promettant de ne pas laisser cela arriver. Shin a juré à ce moment-là qu'elle gagnerait le tournoi pour apporter à l'académie les fonds nécessaires pour rester ouverte, bien que la fille aux cheveux noirs n'ait pas l'air convaincue. Shin a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais manqué à sa parole. La fille a alors fouillé dans sa poche, et en a sorti une amulette rouge faite à la main pour porter un chance. Ce moment a réchauffé le cœur de Shin, et elle a promis de se battre de toutes ses forces. De retour dans le présent, elle tend la main vers le porte-bonheur, murmurant à nouveau qu'elle a fait une promesse. Wang s'en fiche et piétine le gris-gris sans aucun ménagement, se moquant d'elle en demandant si c'est tout ce qu'elle vaut. Il lui donne alors un coup de pied brutal tout en gardant les mains dans ses poches.
Son cristal devient rouge et elle perd connaissance, mais Wong continue de la narguer. Le commentateur hurle que le combat est terminé, mais la bête lève à nouveau le pied, prête à l'écraser. La foule commence à paniquer et le commentateur crie pour que quelqu'un l'arrête. Les spectateurs regardent avec horreur, se demandant ce que le monstre compte faire. La voix du directeur Wong se brise alors qu'il supplie que quelqu'un sauve son élève. Un officiel ordonne au maître d'intervenir, mais le type reste calme, affirmant que la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Wong abat son pied avec une force sauvage, creusant un cratère dans l'arène. Cependant, ses yeux s'écarquillent quand il réalise que sa cible a disparu. Notre héros se tient maintenant là avec Shin dans ses bras, l'ayant sauvé juste à temps. Il interpelle la bête, lui demandant si c'est le genre d'intimidation que son école enseigne. Wong se retourne brusquement, la fureur faisant rage dans ses yeux, et hurle le nom de Joe. Le commentateur pousse un cri de soulagement, déclarant que notre gars a sauvé Shin juste à temps. Le directeur Wong se précipite pour soutenir son élève blessé, remerciant le ciel pour sa survie. La foule s'agite, n'arrivant pas à croire que la bête a vraiment essayé de l'achever après sa défaite. Wong s'en moque et se dirige vers notre héros, déclarant audacieusement qu'il butera quiconque osera lui barrer la route. Cette arrogance finit par allumer une flamme en Joe. Notre gars lui lance à son tour un regard de tueur et met la bête au défi de tenter sa chance. Les médecins de service emmènent la fille sur un brancard pendant que le commentateur presse le personnel de préparer rapidement l'arène pour le prochain combat. Dans les gradins, les amis de notre gars se rassemblent avec la déléguée de classe. Shen demande comment ça se présente, et elle répond que Joe est déjà en finale, bien qu'elle admette que quelque chose cloche avec son adversaire. L'ami de notre directeur prévient notre gars d'être prudent, puis crie à notre héros de ne pas sous-estimer celui qui l'affronte. Remonté à bloc. Joe l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans l'arène, Wong se moque de notre héros en pensant qu'il a une chance, mais il rétorque que le type parle beaucoup trop. Il a un sourire narquois et demande si la bête est vraiment là pour se battre ou juste pour jacasser. Alors que les deux adversaires se font face, leurs auras s'embrasent sauvagement, se transformant en une confrontation d'énergie. Le commentateur déclare le match officiellement commencé. Wong ne perd pas de temps, lançant un coup de poing soudain. Mais notre héros l'encaisse comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas d'un iota. La bête sourit narquoisement, le narguant en disant qu'il pensait que Joe serait plus coriace, mais notre gars réplique instantanément qu'il lui a volé les mots de la bouche, laissant le type en sueur. Notre héros en remet une couche, demandant si c'est vraiment le niveau du vainqueur du tournoi précédent. Il tente alors une prise, mais Wong parvient à peine à l'esquiver. Wang active sa compétence de rage sanguinaire, chargeant son poing alors que les deux commencent à se marteler à pleine vitesse, aucun n'étant prêt à céder un pouce de terrain. Le commentateur crie, incrédule, qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre aussi férocement. Même le camarade de classe de Joe est abasourdi, réalisant que notre gars s'est retenu pendant tout leur combat d'entraînement. De retour dans l'arène, Joe lui assène un uppercut massif directement dans la mâchoire de Wong. Wong ne perd pas de temps. Lançant un coup de poing soudain, mais notre héros l'encaisse comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas. La bête a un sourire narquois, le narguant en disant qu'il pensait que Joe serait plus coriace, mais notre gars réplique instantanément qu'il lui a volé les mots de la bouche, laissant le type transpirer à grosses gouttes. Le gars insiste, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a gagné le tournoi précédent. Il tente alors une prise, mais Wong parvient à peine à esquiver. Wong active sa compétence de rage sanguinaire, chargeant son poing alors que les deux commencent à se marteler à pleine vitesse, aucun n'étant prêt à céder un pouce de terrain. Le commentateur crie, incrédule, qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre aussi férocement. Même le camarade de classe de Joe est stupéfait, réalisant que notre gars s'est retenu pendant tout leur combat d'entraînement. De retour dans l'arène, Joe assène un uppercut massif directement dans la mâchoire de Wong. Le professeur et le directeur ont les yeux écarquillés, peinant à croire que leur propre élève soit aussi fort. Du sang gicle de la bouche de Wong, alors qu'il se demande comment une force de la nature comme lui a pu être repoussée aussi loin. Cette pensée ne fait qu'alimenter sa rage et il pousse sa capacité encore plus loin. Goldfinger apparaît alors, faisant remarquer que le type force littéralement l'énergie stellaire dans son corps pour décupler sa force. L'instant d'après, Wong disparaît dans un éclair, mais Joe arrive à le suivre de ses mouvements. Il prépare alors un coup de coude et se dit que la vitesse est inutile contre sa compétence de perception. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un officiel demande nerveusement au maître s'il devrait vérifier le niveau de Wong puisque celui-ci augmente anormalement vite. Toujours aussi calme, il explique que ce sont juste les arts de la rage du sang de sa famille qui le font monter d'un niveau, donc ce n'est pas de la triche. Puis il admet que la vraie curiosité réside dans notre gars qui ne s'est toujours pas donné à fond. Et le maître ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ce gamin peut aller. De retour sur le ring, les deux combattants continuent de s'échanger des coups de poing rapides comme deux défoncés qui se battent pour la dernière frite. Les amis de Joe regardent, les nerfs à vif. Shen crie que notre héros se fait repousser. Larousse le corrige rapidement, disant que Joe dévie en fait parfaitement.
les coups de poing de la bête. Dans l'arène, notre héros reste concentré, esquivant et se faufilant à travers les coups, cherchant son ouverture. Puis Joe riposte enfin avec un coup de poing dévastateur qui force la bête à bloquer avec tout ce qu'il a. L'impact à lui seul fissure le sol et fait un peu reculer Wang. Notre gars enchaîne avec un autre coup puissant, et Wang dit alors que Joe est le premier combattant à le pousser aussi loin. Alimenté par la fierté et la rage, il pousse César du sang encore plus loin, hurlant qu'il est toujours le plus fort. Imperturbable, notre héros le provoque en retour, demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Puis il active la compétence d'emprunt de pouvoir, et son niveau commence aussi à augmenter. Les deux titans se font de nouveau face, leurs poings déjà prêts à en découdre. Xiao réalise qu'il peut maintenant lire clairement le schéma d'attaque de son adversaire. Utilisant ses compétences de perception, il remarque aussi que le point faible de la bête est son cœur. Ne perdant pas de temps, notre gars lui plante un coup de coude en plein dans la poitrine, faisant s'écarquiller les yeux de la bête sous le choc. Le coup lui coupe le souffle net. Mais Joe n'en a pas encore fini. Il enchaîne immédiatement avec une autre attaque, forçant Wang à se mettre sur la défensive. La bête bloque coup de poing après coup de poing, chacun plus lourd que le précédent. Tout en pensant, incrédule, que la vitesse et la puissance de notre héros continuent d'augmenter, le type refuse d'accepter la défaite et pousse César du sang au-delà de leurs limites. Notre gars déclare alors que le combat est déjà joué et charge son point d'énergie stellaire pure. Wang lui hurle de mourir et envoie lui aussi un coup de poing massif. Leurs poings se heurtent, provoquant une énorme explosion qui envoie des ondes de choc à travers l'arène. Les spectateurs lèvent les bras, se protégeant de la violente déflagration. Le directeur est scotché au combat, demandant frénétiquement ce qui vient de se passer. Alors que la fumée se dissipe, l'annonceur crie que Wang est toujours debout. Mais à l'instant même, la bête s'effondre et son cristal tombe au sol, qui est maintenant rouge. Le dernier encore debout n'est autre que notre gars. Sur ce, l'école Laïta remporte officiellement la première place dans la catégorie de niveau 4 ainsi que tout le championnat. Les amis de Joe commencent, fêtant bruyamment, hurlant qu'ils ont enfin gagné le tournoi. Son professeur et le proviseur l'acclament également, criant qu'il a rendu leur école fière. Des larmes coulent sur le visage du proviseur alors qu'il déclare qu'ils n'auront plus à mendier de l'argent. Tandis que son professeur reste impassible face à sa réaction dramatique, les mêmes proviseurs qui se moquaient de lui se précipitent maintenant pour le féliciter, lui léchant les bottes sans vergogne pour sauver la face. Pendant ce temps, le proviseur de Wang est furieux de l'humiliation, et même le proviseur finaliste de l'année dernière ne sait plus quoi faire. À la grande surprise du proviseur, Li, son prétendu allié, l'abandonne complètement et détale sans se retourner. Maître Bi décide de s'en aller également puisque le tournoi est terminé, et l'organisateur le remercie sincèrement pour ses efforts. En sortant, les yeux de Bi se plissent soudainement quand il aperçoit deux silhouettes inconnues qui observent depuis le côté. Il se demande instantanément s'ils sont là pour recruter Joe. Un vieil homme murmure à la fille à côté de lui qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'une école aussi paumée produise un tel monstre. Il lui demande si elle peut faire entrer notre héros dans leur guilde. La fille, Lynn, admet qu'ils étaient amis d'enfance, mais que maintenant Joe ne la reconnaît même plus. Malgré tout, elle jure qu'elle utilisera tout ce qu'elle a pour le recruter. De retour dans l'arène, l'équipe gagnante se tient fièrement alignée sur scène. Les flashs crépitent tandis que le proviseur fait la promotion de Lady School Live, exploitant la victoire. Notre héros sourit pour les photos pendant qu'il pense que c'est plus difficile que le combat lui-même. Le lendemain, le proviseur le prend à part et admet qu'il lui doit une fière chandelle pour avoir assuré la victoire. Fidèle à sa parole, il donne à Joe le cristal noir, ce qui rend le démon super excité. Cependant, le proviseur le prévient que les grandes académies vont maintenant se manifester et lui rappelle de ne pas oublier d'où il vient. Après leur discussion, notre héros sort du bureau pour tomber immédiatement sur ses amis. Il le salue joyeusement, des papiers à la main, bien que ce soit les vacances d'été. Shen passe un bras autour de ses épaules et explique que toutes les meilleures académies leur ont envoyé des lettres d'admission en avance et qu'ils ont tous été acceptés. Notre gars les félicite, un par un, mais ils insistent sur le fait que tout le mérite lui revient. Shen devient alors sérieux, déclarant audacieusement que, ensemble, ils deviendront la meilleure équipe du futur, ce qui laisse notre héros un peu perplexe. Su s'empresse d'expliquer que même s'ils vont dans des académies différentes, ils pourront toujours se voir et rester ensemble. Joe se contente de sourire en coin, disant qu'il a hâte, car sinon il s'ennuierait à mourir. En marchant, il ajoute qu'il aura certainement besoin de leur aide quand il devra s'entraîner pour devenir plus fort. Soudain, une autre personne sort de l'ombre, les prenant tous au dépourvu. La déléguée de classe les regarde droit dans les yeux avec détermination et demande si elle peut rejoindre le groupe, elle aussi, car elle veut devenir plus forte à leur côté. La déléguée a les yeux qui pétillent quand elle entre enfin
dans la salle de classe d'élite. Elle remercie notre héros pour son aide, mais il écarte le compliment, disant que c'est grâce au proviseur. Le remercie alors aussi le proviseur, qui répond qu'il est heureux d'aider. Il ajoute qu'il prévoit de rendre ses installations accessibles à tous, avec beaucoup d'autres changements à venir. Après avoir gagné la compétition, le proviseur a enfin les fonds pour faire ce qu'il veut, et tout ça grâce à ses élèves. Il félicite ensuite tout le monde pour leurs efforts. Pendant que le groupe plaisante sur le fait que tous ces changements se produisent juste après leur départ, Sue demande à la déléguée de classe pourquoi elle s'entraîne si dur alors que ce sont les vacances et qu'il n'y a pas de compétition. Elle raconte son histoire, avouant qu'elle n'a jamais pensé être douée, mais qu'elle a été surmotivée en voyant tout le monde travailler si dur. Elle continue en disant qu'elle veut postuler en tant qu'étudiante culturelle spéciale, pour laquelle il reste un mois, ce qui fait pleurer la fille aux cheveux roses. Sue attrape alors la main de la déléguée, et promet de l'aider de toutes les manières possibles. Shen demande à Joe ce qu'il compte faire et s'il a déjà choisi une école. Il révèle qu'il n'a pas encore reçu de lettre, ce qui prend tout le monde au dépourvu, car ils ont tous reçu la leur instantanément des 5 académies majeures. Le directeur s'éclaircit la gorge et interpelle notre héros, disant qu'il a quelque chose à lui dire. Il lui tend une enveloppe rouge et explique qu'elle y est arrivée tout récemment. Shen soupire de soulagement, disant qu'il savait qu'il était impossible que notre gars se soit fait avoir. Joe lit la lettre attentivement et dit à haute voix qu'elle vient de l'Académie de l'Aube. Tout le monde est choqué par ce nom et le blond s'écrie que c'est l'Académie au sommet de la hiérarchie. Notre gars lui demande d'expliquer, alors il se met en mode compteur. Il explique qu'il y a 5 académies majeures qui servent de symbole d'autorité et de force. Cependant, une se dresse au-dessus de toutes, l'Académie de l'Aube, qui a le pouvoir de débaucher n'importe quel étudiant qu'elle désire. Joe demande alors pourquoi il n'y a pas 6 académies au lieu de 5. Le directeur répond que la véritable valeur de cette académie ne peut être mesurée et qu'elles ont toutes été construites pour combattre la faille. Il devient sérieux en disant que l'information est strictement confidentielle, mais accepte de la leur donner. Quand même. Vous voyez, la faille est une autre dimension remplie de monstres surpuissants. S'ils parviennent à s'échapper dans le monde réel, ce sera le chaos total. C'est pourquoi des envoyés sont dépêchés pour éradiquer ces monstres chaque fois que ces portails apparaissent. Bien que nettoyer une faille soit extrêmement rentable, le risque est bien trop grand. L'homme révèle qu'il a autrefois fait partie d'une escouade de nettoyage de failles. Cependant, il n'a fallu que la mort d'un membre clé pour plonger toute l'équipe dans le chaos, et elle a finalement été dissoute. Même si les autres académies exigent aussi que les étudiants nettoient des failles, l'Aube est tout simplement d'un autre calibre, alors il l'avertit de bien réfléchir. Le directeur rassure Joe en lui disant que les autres académies sont toujours ouvertes pour lui et qu'il ne devrait pas risquer sa vie. Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il rejoindra l'Aube. Le grand homme sourit, comme s'il connaissait déjà la réponse et commente qu'il atteindra certainement de nouveaux sommets. Shen passe son bras autour de lui et dit qu'ils deviendront plus forts ensemble, et que la faille sera un jeu d'enfant pour eux tous. Le blond remarque alors que la date limite n'est que dans 10 jours, alors qu'elle dure normalement environ 6 mois, ce qui fait suer notre héros. Notre héros leur dit qu'il doit se préparer et ne peut pas entraîner la déléguée, mais le groupe le rassure en lui disant qu'ils vont se débrouiller. De retour à son appartement, il commence à faire une liste de tout. À ce moment précis, le livre démoniaque apparaît et fait flotter le cristal devant lui. Tendant un bras, il touche le cristal et absorbe quelque chose de celui-ci. Le cristal noir tombe au sol et se brise, ce qui manque de provoquer une crise cardiaque à notre héros. Shu a le cœur brisé et se plaint qu'il voulait échanger le cristal contre de l'argent. Goldfinger lui dit de laisser tomber puisque c'est inutile maintenant, et demande plutôt comment s'est passée la visite de l'école. Il révèle qu'il a été accepté à l'Académie de l'Aube, un endroit parfait pour gagner de l'argent et devenir plus fort. Le seul problème est qu'il devra piller des failles. Le livre démoniaque lui dit que les failles ne sont pas à craindre puisque l'énergie stellaire en provient. Notre héros alors change de sujet et demande s'il y a une récompense, puisqu'un de ses vœux a déjà été exaucé. Goldfinger se met un peu en colère d'être traité comme un puits à souhait, mais accepte de l'aider car les failles sont liées à ses propres vœux. Il dit à Joe de supporter cela, et libère une énergie sombre vers lui. Notre héros absorbe l'aura ténébreuse et le système l'informe qu'il a débloqué la compétence création divine. Le pouvoir remodèle tout son corps alors qu'il supporte la douleur et atteint le niveau 6. Une fois le processus terminé, notre garçon demande ce qui vient de se passer. Le système explique qu'il a maintenant le pouvoir de créer n'importe quoi en utilisant son énergie. Goldfinger révèle que cette compétence appartenait autrefois à son vieil ami Sato et qu'elle peut littéralement tout créer. Les récompenses d'avant ne sont rien comparées à celles-ci. Il se demande si c'est juste une façon sophistiquée de monter de niveau, mais Goldfinger le gronde, disant que les niveaux ne font pas tout. Le démon explique que les niveaux n'affectent que le physique de base d'une personne.
Le premier réveil à Dank détermine vraiment l'avenir d'une personne, c'est pourquoi il a donné à Joe cette compétence pour éviter d'éveiller quelque chose de complètement inutile. À ce moment-là, il réalise que Shin a eu un éveil de type compétence aussi, et que les compétences de combat normales font pas le figure en comparaison. Il réalise alors pleinement qu'entrer dans une faille demande plus que de la force brute. Goldfinger lui dit que la puissance de la compétence dépend entièrement de l'état d'esprit de l'utilisateur et l'exhorte à la tester sans plus attendre. Shu remarque qu'après le remodélage, il ne sent plus l'énergie stellaire être absorbée. Même le panneau du système ressemble maintenant à une interface de jeu vidéo. En regardant ses stats, il se demande s'il y a une fonction de boutique, mais à sa grande déception, elle est verrouillée. Un tas d'autres fonctions sont également verrouillées jusqu'à ce qu'il monte de niveau. Il consulte alors l'écran de montée de niveau, qui lui donne plusieurs missions secondaires. Mais il n'a pas assez de points d'âme pour commencer. Goldfinger lui demande ce qui lui prend tant de temps, et Joe explique qu'il devra entrer dans la faille pour monter de niveau, mais qu'il n'est pas encore assez fort. Le livre démoniaque commence à se plaindre que notre héros se révèle être plutôt inutile. Juste à ce moment, un nouveau panneau système apparaît devant Joe, annonçant qu'un autre vœu vient d'être exaucé. Son corps se met à briller alors qu'il reçoit une nouvelle récompense, une armure de mage. L'équipement est de grade unique et peut invoquer une armure autour de son corps pour bloquer les attaques. Il est ravi car non seulement cela augmente sa défense, mais aussi sa force. Goldfinger a un peu les larmes aux yeux, disant qu'il a utilisé toute la puissance qu'il avait emmagasinée, mais dit à Joe de faire de son mieux à partir de maintenant. Le lendemain, le directeur lui demande pourquoi il part si. Joe explique que même si ce n'est qu'un jour de voyage, il veut arriver en avance. Il tend alors au directeur un mot, lui demandant de le donner à sa sœur à l'hôpital et de garder un œil sur elle. L'homme dit que notre héros devrait le faire lui-même, mais il explique que la situation est compliquée et qu'il ne peut pas la voir pour le moment. Ne cherchant pas à en savoir plus, le directeur écarte le sujet et accepte de le faire pendant que tout le monde souhaite bonne chance à Joe pour son voyage. Sur ce, il leur fait au revoir de la main et se met en route pour sa destination. À l'aéroport, la réceptionniste lui demande pourquoi il veut un visa et un billet d'avion pour la zone de niveau intermédiaire de la ville. Notre héros répond qu'il a été admis, ce qu'elle trouve étrange, car ce sont encore les vacances d'été. Elle lui demande une preuve et il lui tend la carte de l'Académie Dawnbreaker. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle réalise ce que c'est, pensant qu'elle n'en a jamais vu une de toute sa carrière. Elle le dévisage alors avec incrédulité, tandis qu'il a l'air perplexe. Il demande si elle a aussi besoin de la lettre d'admission, mais elle s'excuse rapidement et dit que la carte est plus que suffisante. Il est surpris de ne même pas avoir besoin de billets, et elle explique que quelqu'un de son statut n'en a besoin que pour le vol retour. Quelque temps plus tard, Joe se prélasse dans son siège de première classe, se demandant si c'est aussi l'un des privilèges de Dawnbreaker. Regardant par le hublot, il espère que l'Académie Dawnbreaker sera à la hauteur de ses attentes et profite du reste du vol. En arrivant à l'Académie Dawnbreaker, notre héros se sent bizarre car l'environnement est calme. Il se dirige vers le bureau d'accueil pour s'inscrire. Et quand le réceptionniste découvre qu'il s'agit de Joe Shen, il propose avec plaisir de l'emmener lui-même à l'école car quelqu'un l'attendait. Le gars est sous le choc, car il ne s'attendait pas à être assez important pour que quelqu'un l'attende. Le réceptionniste le conduit à un monument en pierre, en lui disant de placer sa carte dessus. Malgré sa confusion, Joe fait ce qu'on lui a demandé. L'instant d'après, ils sont téléportés directement sur le campus de l'académie. L'expérience le laisse sans voix. Peu après, le réceptionniste l'amène à la personne qui l'attendait, une belle fille aux longs cheveux blancs, Linen. Elle se demande si notre héros se souvient d'elle. Il admet que oui et qu'il espérait avoir une occasion de la remercier. À sa grande surprise, il s'avère qu'elle est son aînée. Une fois que le réceptionniste a pris congé, Joe se demande pourquoi Lin semble si impatiente de le rencontrer. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Ki-Chong se met devant lui, lui barrant le chemin. Lin fronce les sourcils et dit sèchement à Ki d'être respectueux envers leur invité. Lin l'invite à discuter, mais Joe demande d'abréger. Alors, elle lui a fait une offre de rejoindre sa guilde, et le prix qu'elle a offert est de 30 millions. En entendant le prix, Joe est sidéré. Même Ki-Chong se demande si Lin a perdu la tête et commence à déblatérer des conneries sur notre héros. En colère, Lin regarde dans sa direction, et lui demande depuis quand il a été désigné pour prendre des décisions, transpirant alors qu'il bafouille pour s'expliquer, il ne peut pas s'empêcher de penser. Pourquoi est-ce qu'elle le défend? Puis Lin se retourne vers lui, l'informant que c'est le plus haut qu'elle et peut offrir. Mais Joe est partagé entre l'offre et les compétences qu'il a à offrir, juste un simple rang E. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une annonce retentit, exhortant tous les nouveaux étudiants à se rassembler dans l'amphithéâtre. Lin lui dit de réfléchir à sa proposition, considérant à quel point cette offre pourrait être écrasante pour lui. Il lui fait savoir qu'il prendra son offre en
considération, et elle le raccompagne jusqu'à l'amphithéâtre. Dans l'amphithéâtre, un garçon aux boucles dorées, se croyant supérieur, s'assoit à côté de notre héros pour se mettre en valeur par rapport à lui. Les intentions du garçon envers Lynn sont tout sauf pures. Il vise à la contrôler, prévoyant de l'épouser pour accroître l'influence de sa famille. La réunion d'orientation commence. L'instructeur, Jengoy, se présente et les félicite d'avoir intégré Dawnbreaker. Il les traite tous de génie, mais leur rappelle rapidement qu'en ce moment, ils ne sont que des étudiants de première année. Il les prévient qu'ils vont bientôt faire face à quelque chose d'entièrement nouveau, le Fisher. Un Fisher, c'est comme une chasse. Les oracles sont les chasseurs, mais le destin décide quand ils peuvent devenir des proies. Les armes humaines n'y sont d'aucune utilité. Seule une immense force de noyaux et des armes fabriquées à partir de matériaux de Fisher. Ils sont efficaces. L'Académie Dawnbreaker rassemble les oracles de plus haut niveau, créant une solide ligne de défense contre les Fisher. Jungo les dirige vers la bibliothèque pour plus d'informations et vers la salle d'entraînement pour des combats simulés. Ils peuvent organiser leurs propres emplois du temps, mais il est très clair. Adaptez-vous et devenez plus fort, ou devenez inutile. Ici. Ne voyant aucune peur dans leurs yeux, ils déclarent la réussite de la première évaluation. En récompense, chaque étudiant reçoit une pierre de compétence, un cristal qui leur permet d'absorber une capacité de combat. Celle-ci contient Sage, une compétence qui permet la détection et la lecture automatique de l'écriture des Fisher. L'instructeur annonce ensuite 2 autres évaluations. La première étant un test d'entrée, qui leur demande d'éliminer un Fisher de bas rang. La seconde est qu'ils doivent atteindre le rang d'Ankh et éveiller leur potentiel en moins de 6 mois. Certains étudiants paniquent tandis que d'autres se détendent, connaissant la solution pour atteindre le rang d'Ankh. Sentant leur malaise, Jangoy les rassure en leur disant que des suppléments aideront à accélérer le processus. Puis il fait entrer les aînés et la salle devient silencieuse alors que Linen s'avance, avec sa beauté et son aura indéniable. L'instructeur dit aux étudiants que leurs aînés les aideront dans leur évaluation de première année. L'instructeur continue, guidant les étudiants à choisir leur mentor. Les étudiants sont bouche bée, incapables de croire que Linen est devant eux, l'héritière de Zetiti, la guilde Shenhua. Un étudiant se lève, suppliant d'être choisi, affirmant quelle est la raison pour laquelle il a rejoint l'académie. Linen, cependant, le rejette, expliquant qu'elle n'accepte que ceux du type magie, alors que l'étudiant se spécialise dans la force. Un autre garçon, par dévotion, choisit d'apprendre le type magie juste pour elle. Bien qu'il maîtrise la force, mais elle le rejette également. Un par un, elle continue de rejeter les étudiants, ayant des exigences élevées. La patience de l'instructeur. Il commence à s'épuiser. Il l'exhorte à choisir au moins un étudiant de première année, l'avertissant que si elle ne le fait pas, elle se verra assignée par défaut quiconque restera à la fin. Parmi les étudiants, le garçon à l'allure dorée observe avec confiance, certain d'être choisi, soit par le choix de Linen, soit par les circonstances. Une situation gagnant-gagnant pour lui. Puis Jo Shen se lève, demandant à être pris comme son mentoré. La salle devient silencieuse, personne ne s'attendant à ce qu'elle accepte. Mais quand elle dit oui, la salle entière est stupéfaite. Plus tard, dans la salle des missions, Jo remet en question sa décision, se demandant pourquoi elle l'a choisi. Et a offert un prix si élevé pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que lui. Linen lui dit simplement qu'elle a des raisons personnelles, qu'elle révélera après le test. Elle présente ensuite l'équipe organisée pour sa prochaine évaluation. Han, le superviseur, n'interviendra que si une vie est en danger, et toute interférence de sa part entraînera un échec. Liui, la soigneuse, fournit un soutien de récupération tandis que Jolin s'occupe des attaques à longue distance. Liui, le chef d'équipe, commande la formation et prend les décisions tactiques. Les rois voient notre héros les mains vides et se demandent s'il a éveillé un quelconque talent spécial. Ce qu'il nie. En entendant cela, il est secoué, se demandant comment l'académie les même laissé entrer comme ça. Comme il est inutile de se plaindre maintenant, il décide de rester vigilant à ses côtés. Liui conseille à Ju de rester près d'elle pour sa protection, mais il insiste sur son expérience du combat, la laissant légèrement exaspérée par son assurance. Ensuite, l'équipe de Liui est envoyée vers la fissure dans la salle 1, et la fissure peut être ouverte par un fragment de l'arbre-monde. Dès que la fissure s'ouvre, notre héros ressent une aura dense, espérant y trouver la clé pour monter de niveau. Ils atterrissent dans une grotte, et presque aussitôt, une meute de loups démons de l'ombre détecte leur présence grâce à son odorat aiguisé. Les rois et Jolene leur foncent dessus, faisant de leur mieux pour les abattre. La soigneuse Liui court pour les guérir, ignorant qu'une bête se trouve derrière. Ignorant qu'une bête se trouve derrière.